Je ne sais pas du tout ce que ça donne, j'ai une nouvelle lumière, j'en ai une deuxième et je ne l'ai pas encore installée que je mettrai là, c'est des lumières où je peux changer un peu la couleur de température, donc on verra ce que ça donne. On se retrouve aujourd'hui, bienvenue les amis, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est dimanche, c'est cool, on est là pour se parler pendant longtemps puisqu'il s'agit d'un tea time. Ça nous en fera deux à la suite parce que j'ai pas posté depuis celui de la semaine dernière. Si vous l'avez raté, il parlait d'entrepreneuriat, mais en fait c'est pas du tout uniquement pour les gens qui sont entrepreneurs. Clairement, on a parlé de syndrome de l'imposteur, on a parlé de peur du manque, de peur de manquer d'argent, on a parlé aussi de mon état d'ébriété, hein, c'était assez sympathique. Donc si vous avez raté ça, n'hésitez pas à les regarder parce que si vous aimez les vidéos longues, je pense qu'il y a moyen que vous repartiez avec des choses intéressantes de cette vidéo-là. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ce sujet, on est là pour parler d'amitié. Je vous avais demandé dans le Tea Time justement vos questions, donc je les ai là. Enfin non, je les ai pas là parce que je suis pas une bonne youtubeuse et j'ai pas bien préparé mon truc, mais elles sont là. Je vais les trouver, 2 secondes. Je vais les trouver, je sais qu'elles sont là. Voilà, Tea Time Amitié. Et donc le principe des Tea Time, ce sont des vidéos longues qui durent entre 1h30 et 2h et que je poste parfois le dimanche et qui ont pour but de juste répondre à vos problématiques. Donc c'est à propos de vous, c'est pas à propos de moi, c'est pas des FAQ où je vous parle de moi, etc. C'est vraiment à propos de vous. Le but c'est que je rentre un peu en détail, que j'essaie de vous aider, donc soit en étant en posture de coach parce que c'est mon métier, dans la vie je suis coach de vie, soit en tant qu'ami, hein, ce que je vous dirais si vous étiez mon ami, que je vous avais en face de moi, et voilà ma vision des choses, donc plutôt biaisée, plein de... Enfin, mes conseils basés sur mes valeurs, mon expérience de vie et tous les biais qui vont avec, quoi. Donc voilà, ça m'est inspiré de pas mal de personnes hein, qui font ça sur YouTube, mais notamment The French Way, Sabrina, mais aussi, je crois que Oria a dû faire ça dans les Cher Oria, Shera a déjà dû faire ce genre de vidéo aussi, je sais pas qui d'autre j'ai pu voir faire ce genre de vidéo, mais c'est un truc un peu classique de je te partage mon avis sur tes situations. Voilà, j'essaye de vous aider vraiment en fait dans ces vidéos-là. Je vous demande de me mettre des commentaires dans un questionnaire pour ça, l'histoire que tout soit au même endroit. Et après, je prends les questions au hasard. Voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et je vais vous annoncer quand sera le prochain Tea Time. Alors, au mois de février. Je vais pas être là, alors je vais quand même poster, mais je vais pas être là en direct, alors j'irai regarder mes commentaires parce que ça va me faire plaisir, mais je vais être pendant un mois en rédaction de mon bouquin. Vous savez que ça fait genre 1 an et demi que j'ai un bouquin dans les bacs que je ne termine pas, donc là je me suis bloquée 1 mois dans lequel j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de coaching, j'ai pas de contenu à faire, j'ai rien pendant ce mois-là, j'ai tout préfilmé, préenregistré tout pour me consacrer, mettre toute ma charge mentale là-dessus. Donc je vais pas filmer pendant le mois de février. Par contre, je vais préfilmer un Tea Time d'ici la semaine prochaine, donc si vous avez envie d'y participer, ce sera un Tea Time qui va sortir le 14 février, et du coup vous imaginez bien sur quel sujet ce sera. J'ai envie qu'on parle, parce qu'on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous la remettrai en description, mais on a déjà parlé de couple et de sexualité, j'avais mis les 2 sujets ensemble, et en fait il y avait beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de commentaires, il y en avait 80, et j'ai pas du tout été à travers tous les commentaires. Donc ce que je vous propose, c'est que, enfin je vous l'avais dit, mais en fait les thèmes des Tea Time ils reviendront, il n'y aura pas un roulement exact, hein, c'est-à-dire que là c'est pas parce que je refais un thème couple que je vais après faire celui qu'il y avait juste après, puis celui juste après, enfin ouais, ça va pas être aussi linéaire que ça, mais du coup j'ai envie qu'on se fasse un Tea Time sur le couple et le célibat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'infos. Du coup, vous avez un questionnaire Google dans lequel vous pouvez soumettre votre question. Merci de le faire à cet endroit, ça me simplifie grandement la vie. Ça m'évite d'aller supprimer les commentaires à droite à gauche ou de les réunir, puisque pour moi, tout est au même endroit et ça nous évite de recevoir des questions par email ou sur Instagram ou à des endroits qui ne sont pas là où on regarde. Donc voilà, merci beaucoup. Si ça vous botte du coup de participer à ça, sachez que du coup il faut remplir le questionnaire avant le week-end prochain parce que je filmerai ça le week-end prochain pour le programmer pour le 14 février. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Vous avez vu, je suis dans une énergie un peu moins folle que le week-end dernier. C'est un peu un truc, des fois je me dis... ils vont croire qu'à un moment donné, je joue un jeu ou quoi, mais pas du tout. C'est juste que j'ai vraiment... Enfin, je pense que tout le monde est comme ça, non? Tout le monde est comme ça. Il y a des moments où on est un peu plus posé, il y a des moments où on est un peu plus en joie, un peu surexcité, etc. Et là, je suis dans un moment relativement calme. On est dimanche matin. J'ai mon petit café. Et puis, écoutez, on y va. C'est pas la peine de faire une intro plus longue que nécessaire.
C'est parti, j'ai vos questions sous les yeux. Je vais surtout regarder les réponses parce que les questions en soi, c'est pas super intéressant, n'est-ce pas? Donc on parle d'amitié. Juste un petit disclaimer avant, si vous avez vu ma vidéo sur l'amitié, bon si vous l'avez pas vu, je vous la remettrai en barre d'infos, mais j'ai pas intégré personnellement forcément tous les codes sociaux de l'amitié, ou tous les codes sociaux de manière générale. Donc sachez-le en regardant cette vidéo. Si vous cherchez une personne qui va vous expliquer que non mais c'est bien d'attendre un jour parce que je sais pas quoi, les planètes vont s'aligner et du coup ça va envoyer un message subliminal, je suis pas la bonne personne pour ça, donc ça va forcément influencer la manière dont je vais vous répondre. C'est vrai que moi mes relations d'amitié c'est plutôt des relations assez cash, où on se dit les choses telles qu'elles sont parce que je suis pas trop capable de faire autrement. J'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont sur le spectre de l'autisme, c'est un truc que moi je trouve vachement facile. Je sais que la plupart des gens ils ont du mal avec les personnes autistiques parce que justement ils n'ont pas intégré les codes sociaux, mais moi ça me simplifie la tâche parce que ça veut dire que la personne elle dit exactement ce qu'elle pense et elle pense exactement ce qu'elle dit et c'est tellement plus reposant. Voilà, donc bref, donc sachez-le juste, dans mes réponses ça va forcément influencer. Donc on y va. Coucou Esther, tout d'abord merci pour tes tea time, tes TT, j'aime trop qu'on commence à utiliser le hashtag TTE pour les tea time avec Esther, c'est trop cool, qui sont toujours d'une richesse incroyable. Écoute, merci beaucoup, ça me touche que tu dises ça parce que j'essaye d'y mettre tout mon cœur. Et merci aux personnes qui partagent leurs expériences, grave, merci à vous parce que vous vous rendez pas compte que vous permettez en fait aux personnes de profiter aussi de votre expérience, quoi. Et j'ai pas dit, mais c'est Mathilde là qui m'écrit. Et merci aux personnes qui partagent. Ma problématique est la suivante, et je pense que beaucoup la partagent. Je suis hypersensible, et donc j'ai tendance à être investie dans mes relations et à m'impliquer énormément dans le bien-être des autres, au point de souvent mépriser mon propre bien-être. Cela a entraîné pas mal de relations déséquilibrées, où je me suis retrouvée à être plus la psy que l'amie, dans des moments où parfois je me sentais encore plus mal que la personne que j'aidais. Aurais-tu des conseils pour sortir d'un schéma qui sont souvent très toxiques? Mille merci. Waouh, on commence direct dans le dur. Ok, donc tu te rends compte que tu t'investis plus que la personne en face. Aurais-tu des conseils pour sortir des schémas qui sont souvent très toxiques? Donc, alors j'ai des conseils pour ne pas rentrer dans ce type de schéma-là. Est-ce que j'ai des conseils pour en sortir une fois qu'on y est? Bon, je vais dire un truc qui va être tellement bateau, mais que je vais répéter certainement plein de fois, je pense, dans cette vidéo. Mais la clé de toute relation, amoureuse, amicale, c'est la communication. Donc il y a un moment, et enfin je vous invente rien, je pense que vous êtes déjà au courant que c'est la clé, ça va être super important de bien communiquer. Donc faut que cette personne avec qui tu es en relation, elle sache en fait que toi tu es hypersensible et que là, à ce moment-là, tu vas pas bien et peut-être même moins bien qu'elle. Il y a un moment où ça va être important que tu communiques là-dessus et que si tu vois que tu peux pas communiquer là-dessus, et ça arrive, il y a des personnes avec qui on n'arrive pas à communiquer, je pense que ça veut juste dire que vous fonctionnez pas pareil ou que votre amitié peut pas perdurer ou que c'est pas le moment pour toi ou quelque chose comme ça. Aurais-tu des conseils? Moi, la coach là, en moi, elle a envie de te poser la question, pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu dis oui c'est mon hypersensibilité. Alors je comprends complètement l'hypersensibilité, c'est un truc que je partage, je connais bien beaucoup de mes clientes sont hypersensibles en coaching, quasiment la totalité en fait. En tout cas beaucoup le sont diagnostiqués, après il y en a que je pense qu'elles le sont mais je suis pas habilitée à diagnostiquer parce que je suis pas psychologue, je suis ni psychiatre, je suis coach, donc je suis pas habilitée à mettre un diagnostic, mais c'est en tout cas des schémas que je comprends très bien et que je connais bien et que je partage, je veux dire je relate aussi à titre personnel, donc je comprends ce que tu veux dire, encore plus en étant dans le genre de métier dans lequel je suis, c'est assez rapide de se mettre dans une posture d'écoute et d'aider la personne, parfois même elle ne l'a pas demandé, donc c'est assez intéressant de se rendre compte qu'on fait ça. Donc j'ai envie de te poser la question, pourquoi tu le fais? Et en réalité, même quand c'est pour que l'autre se sente bien, c'est toujours à propos de toi. Donc ça va être intéressant que tu te poses la question, quel est mon besoin ici? Quand moi je me mets en posture d'écoute de cette personne, que j'essaye de résoudre ses problèmes, de l'aider à aller mieux, quel est mon besoin à moi? Quel besoin à moi je remplis en faisant ça en fait?
Est-ce que j'aurais peur que sinon elle m'aime pas, qu'elle pense que je suis pas une bonne amie? Est-ce que j'ai un manuel de bonne conduite à propos de moi-même dans l'amitié où je me dis, où je m'auto-force à faire les choses de cette manière-là parce que je me dis que? Est-ce que je me raconte que je n'ai pas de valeur si je ne suis pas la personne qui aide parce que c'est ça que les gens aiment chez moi et c'est ce type de relation qu'on a mis en place? Enfin, là je projette plein de choses basées sur ce que j'ai pu vivre ou ce que d'autres personnes m'ont raconté en coaching. Et pose-toi la question, pourquoi tu le fais et quel est ton besoin à toi ici? Parce que si tu commences pas par être au clair sur quels sont tes besoins à toi, ça va être compliqué d'établir une relation saine si tu sais pas, toi, de quoi tu as besoin et comment tu as besoin de combler ce besoin, tu vois. Donc la première question que je pense la coach elle a envie de te dire, c'est pose-toi la question de quoi tu as besoin, identifie de quoi tu as besoin. Et en tant que personne, en tant que Esther Taïfé, la meuf, quoi, j'ai envie de te dire... comment sortir de ça? Juste le dire, juste en parler. Pourquoi pas à l'écrit, par le biais d'une lettre, si jamais c'est un truc qui est plus facile pour toi qu'en personne. Mais d'expliquer ça, de dire comment tu te sens et de dire que en fait, parfois tu te sens pas aussi bien et t'as pas envie d'être tout le temps en posture d'écoute et t'aimerais faire des propositions de qu'est-ce qui pourrait empêcher ça? Genre comment la personne en face, elle pourrait empêcher ou prévenir le fait que tu te mettes en posture d'écoute et en posture de ne pas prendre soin de toi, enfin de prendre soin de l'autre à ton propre détriment, quoi. Comment est-ce qu'elle pourrait le voir venir, tu vois, et lui demander un peu son aide là-dessus. Vous n'entendrez pas, parce que je sais maintenant que le micro n'est pas assez puissant, mais il y a des chevaux qui passent encore dans la rue. Des policiers à cheval. Je trouve ça incroyable. Voilà Mathilde, j'espère que ça t'aide. Donc je vais prendre un message d'une personne qui veut rester anonyme. Merci à toi. Coucou Esther, merci pour tes vidéos. Je t'en prie, avec grand plaisir. J'ai 25 ans, je suis une personne extravertie, très extravertie et à l'aise socialement, mais j'ai besoin de beaucoup de temps seule. Mes parents m'ont éduquée dans le sens que les amis sont comme la famille, ma porte est toujours ouverte à tous et si on m'appelle à 4h du matin, je serai là pour aider. J'ai un caractère de fonceuse, je suis partie vivre au UK à 18 ans et j'ai tendance à faire tout ce que je souhaite. Si je veux un job, je trouve un job. Si je veux un chien, je prends un chien. Si je veux un 4x4, j'achète un 4x4. Dans mon esprit, rien n'est impossible. Et même après mes plus gros échecs, je trouve toujours la force de me relever et retenter. Yeah, go girl. J'adore, trop cool. Là t'as compris, c'est Esther qui adore. La coach, elle n'a pas d'avis, mais moi j'adore. J'ai souvent eu des groupes d'amis différents, de filles particulièrement, mais l'amitié finit toujours par disparaître et on me voit souvent fonceuse et la jalousie prend le dessus. Une amie m'avait même avoué être jalouse de moi et de ma vie, alors que la sienne était tout aussi belle, voire confortable, car financièrement, je rame pas mal. Il semblerait qu'à chaque fois que je m'embarque sur une nouvelle aventure, où je suis de plus en plus épanouie, les personnes autour de moi s'éloignent et ne se réjouissent pas et me donnent des conseils plutôt pour me limiter que m'encourager. Même quand j'étais devenue végétarienne, j'avais l'impression de chambouler leur vie et pas la mienne. Ça fait 6 ans que je suis en Angleterre, je connais énormément de gens, j'adore créer un network, mais je n'ai pas de vrais amis au point que la seule personne que j'ai appelée pour mon déménagement, c'était mon ex-copain. Je commence un nouveau projet avec de nouveaux patrons, je suis hyper contente car je pense pouvoir ouvrir mon propre café inclusif tenu par des personnes porteuses de handicap dans quelques années grâce à ça. Mais maintenant, j'ai installé dans ma tête que réussir signifiait être seule et même si je suis à l'aise en ma propre compagnie, ça m'attriste un peu car si je veux réussir, c'est pour que tout le monde en profite. Comment faire face à la jalousie en amitié et nos amis devraient-ils se réjouir de notre réussite ou du moins nos tentatives de réussite? Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage. Je pense qu'il va aider pas mal de monde. Je sais pas par où commencer parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de dire. Ok, déjà... il y a certains aspects sur lesquels je me reconnais, donc ça me fait sourire parce que je comprends complètement je veux y aller, j'y vais, je fais plein de trucs. Et voilà, le côté de la jalousie, des amis qui te disent je suis jalouse de toi, c'est des trucs qui me sont arrivés aussi dans la vie. Je sais qu'on m'a déjà dit, en fait, il n'y a rien que tu commences ou tu réussis pas, quoi, tu perds.
Alors c'est pas vrai du tout évidemment, et comme tu l'as dit toi, il y a plein de galères, notamment financièrement, hein, quand tu te lances dans plein de trucs, c'est une suite de problèmes à résoudre que tu passes ton temps à résoudre, donc voilà. Je remarque quand même, alors il y a une pensée là qui va pas te servir, qui est mais l'amitié finit toujours par disparaître, on me voit souvent comme fonceuse. Attends, où est-ce que c'est? Il semblerait qu'à chaque fois que je m'embarque sur une nouvelle aventure et que je suis la plus épanouie, les personnes autour de moi s'éloignent et ne se réjouissent pas et me donnent des conseils plutôt pour me limiter que m'encourager. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Déjà, ça, c'est une pensée limitante. D'accord? C'est toi qui penses ça, c'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand ils te conseillent, en fait, ils parlent d'eux. Ça, c'est un truc, c'est hyper dur de se mettre à la place de l'autre et on ne peut pas, en fait, quand on conseille quelqu'un, et c'est pour ça que je vous dis en début de vidéo et que je vous dis dans la vidéo, là c'est la coach qui parle, là c'est Esther qui parle, parce que je ne peux pas parler en ton nom, je n'en sais rien. La seule personne qui sait ce qui est bon pour toi, c'est toi-même. Donc en fait, quand quelqu'un donne un conseil, il parle de lui. Et si tu demandes des conseils à des gens qui n'ont pas ce type de personnalité, qui ne se lancent pas dans 12 millions de projets, bah, ils vont te donner des réponses de gens qui ne se lancent pas dans 12 millions de projets. Donc ils vont te donner des réponses de gens qui valorisent d'autres choses, et en l'occurrence peut-être la sécurité financière, la sécurité matérielle, le côté plan-plan. Enfin, c'est péjoratif quand j'ai plan-plan, mais c'est parce que moi je le vis hyper péjorativement dans ma vie, j'ai besoin d'énormément de nouveautés et tout, donc forcément, même là quand je te réponds, j'ai mes biais. Mais genre, c'est des gens qui vont te répondre avec leurs biais à eux. Donc c'est pas qu'ils veulent te limiter, c'est juste que quand tu leur demandes conseil, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je peux lancer ça? Ils vont te dire, mais t'es sûr? On va mourir là si on fait ça, puis financièrement. Et en fait, c'est pas qu'ils veulent te limiter, c'est que eux, ils ne le feraient pas parce qu'ils se diraient ça en fait. Donc ils te disent sincèrement ce que eux pensent de cette situation. Et c'est pas qu'ils te souhaitent pas de réussir, tu vois. Donc ça c'est un truc assez important à comprendre dans les relations, c'est que les gens parlent de leurs propres besoins. Ils parlent de leurs propres valeurs, ils parlent en leur propre nom. Je vais essayer de faire que ça frotte pas trop sur le micro. Je pense que ça va être compliqué que ce pull frotte pas. Ils parlent d'eux en fait. Et c'est un truc à... Et toi aussi, hein, toi aussi tu parles de toi quand tu donnes des conseils aux gens. Tu parles de tes propres... Tu vois, comme moi, là, je vais avoir tendance à te donner le conseil. Non mais vas-y, meuf, dans toutes mes vidéos, tu vas me voir dire ce genre de conseils. Pourquoi? Parce que moi, je valorise des choses comme l'audace, l'aventure, le fait, la nouveauté. Tout ça, c'est des trucs que je valorise. Mais si toi, t'as pas du tout ces valeurs-là, ces conseils, mais c'est de la merde pour toi. Surtout, ne les prends pas, en fait. Laisse-les de côté. Et applique d'autres conseils de gens où ça va plus te parler. C'est pour ça que ça peut être important de demander conseil à plein de gens pour voir un peu les différentes visions des choses et voir ce qui résonne avec toi. Genre les moments où tu te dis « Ah ouais, c'est intéressant ton conseil, mais tellement pas, quoi !» Ou alors « Ah ouais, c'est intéressant, putain, ça me parle, j'aurais pas pensé à ça. » Tu vois? Donc voilà, première chose que j'ai envie de te dire, c'est ça. Et deuxième chose, c'est que là, tu es en train de te faire un ancrage de pensée, genre tu te dis que tu vas forcément faire les choses seule et que réussir égale solitude, que les gens vont te décourager. Et en fait, j'ai envie que tu vois, je te propose une autre pensée, là c'est la coach qui te parle, je te propose une autre pensée, une autre vision des choses, qui à mon sens est plus juste, qui est que je comprends que ton cerveau il ait vu ça, parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé dans le passé, c'est-à-dire que concrètement, les gens se sont éloignés de toi, soit par jalousie parce qu'ils te le disaient, soit pour autre chose, et là on va y venir après, mais j'ai une proposition pour toi. Mais du coup ton cerveau a mis cet ancrage que réussir égale solitude. Moi j'ai envie de te proposer plutôt que, en fait, des gens qui ont envie, qui ont la gagne, qui sont fonceuses comme toi, en fait c'est pas la majorité des gens. Je veux dire, c'est juste pas la majorité des gens, et c'est pas bien ou mal, hein. Je veux dire, chacun a son caractère, chacun a ses envies, et on n'a pas tous besoin d'avoir envie de lancer 12 millions de projets. C'est pas du tout obligatoire pour réussir, d'accord? Ou pour avoir une vie heureuse. Je veux dire, chacun voit le bonheur à sa porte, et le bonheur c'est quand tu es aligné avec tes valeurs. Si tu n'as pas des valeurs de découverte, mais que tu as des valeurs de famille, de cohésion sociale, évidemment tu vas pas faire les mêmes choix de vie. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, tu as croisé sur ta route des personnes qui ont des valeurs qui sont différentes des tiennes. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'existent pas. Là, ce qu'il te faut, en fait, c'est t'entourer de gens qui partagent cette envie de créer des nouveaux projets, cette envie d'entreprendre, cette envie
Et juste que tu t'entoures de personnes qui te ressemblent sur ce point de vue-là pour que tu puisses avoir des personnes avec qui partager. Parce que ce sujet-là, en fait, quand tu essayes de partager avec des gens de ton entourage jusqu'à maintenant, en fait, c'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Et au bout d'un moment, les personnes, vous n'avez plus de points communs et vous arrêtez de vous parler juste parce que si toi, c'est ce qui drive ta vie, c'est ce qui prend de l'espace dans ton quotidien, c'est les projets, c'est les amis, c'est le côté un peu tout feu tout flamme de j'essaye plein de trucs, je lance plein de trucs, il y a des gens, eux, ça les fatigue et ça les intéresse pas en fait, parce que ça les intéresse juste pas. Tu vois. Donc j'ai envie de t'encourager à aller t'entourer de personnes qui te ressemblent sur ce point de vue-là. Donc pourquoi pas des communautés sur internet, pourquoi pas des assos, des trucs comme ça dans ton entourage. Je suis sûre que des gens qui lancent des cafés, il y en a d'autres. Tu peux aller parler avec eux, trouver des amis en fait qui partagent cette passion si tu veux, pour pouvoir trouver des points communs avec des gens qui vont elles aussi te pousser vers le haut et qui vont elles aussi forcément te donner des conseils qui vont t'encourager à continuer parce que elles sont d'accord avec toi sur ce point de vue là, tu vois, puisqu'elles voient la vie de la même manière sur ce côté là. Et j'ai envie de te proposer, donc ça c'est le deuxième truc que je voulais te dire là, auquel je faisais allusion avant. Un autre truc que j'ai envie de te proposer dans cette situation, c'est de te remettre en question, de prendre ça comme une observation, de te dire ok, jusqu'à maintenant autour de moi les gens s'éloignent. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui me manque à ces gens et qu'est-ce qui fait que je me retrouve seule? C'est intéressant de se poser la question. Donc il y a certainement le fait que tu t'es entouré de personnes qui n'étaient pas avec les mêmes valeurs et tout ce que je viens de te dire là, donc j'ai envie de t'encourager à aller chercher d'aller avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Mais là c'est une extravertie qui va te parler, donc là je passe en posture de Esther. C'est une extravertie qui va te parler, mais un truc qu'on ne se rend pas compte quand on est extraverti, c'est que très souvent, vu qu'on est, et surtout si on est extraverti, là, bon moi je suis pas très extravertie, mais je suis extravertie, et donc je peux me reconnaître là-dedans, et toi tu as l'air de dire que voilà, tu es très extravertie. On peut ne pas se rendre compte qu'en fait on a envie de parler des trucs qui nous concernent, de tous nos projets, etc., mais que la personne en face déjà elle l'a pas demandé, elle n'a pas forcément envie d'entendre parler de nos histoires, ou elle connaît déjà par cœur parce qu'on lui a raconté 12 fois, et qu'en fait en se faisant, on n'est pas à l'écoute de elle, de quoi elle a besoin. Et c'est un truc qu'on fait très souvent en tant qu'extraverti, c'est prendre toute la place socialement, au point de ne pas se rendre compte qu'on ne laisse pas la place à l'autre pour s'exprimer. Et ne t'en veux pas si tu t'aperçois que tu fais ça. Moi, je m'en suis voulu longtemps de mon extraversion, ça sert à rien. Genre, c'est ton mode de fonctionnement, c'est ton besoin. Juste, il faut que tu apprennes, je ne veux pas faire d'injonction ici, mais c'est important en tout cas pour améliorer tes relations si tu le souhaites, d'apprendre que tout le monde ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des proches, ils vont pas venir te dire spontanément tiens, il m'est arrivé ça, et en fait, ils vont se dire que ça t'intéresse pas. Alors que toi t'es là, mais si meuf, mais pourquoi tu me racontes jamais rien? Pourquoi tu me dis pas les trucs? Et même après t'es déçu, tu t'apprends des trucs, tu fais mais pourquoi tu me l'as pas dit en fait? Genre putain mais fais chier quoi, pourquoi tu m'en as pas parlé? Bah tu m'as pas posé la question. Et je vais vous raconter une anecdote qui est juste trop drôle là-dessus, à propos de l'introversion et l'extraversion. Je crois que j'ai déjà raconté dans des contenus, en tout cas c'est sûr j'ai déjà raconté en coaching, mais je sais pas si j'ai déjà raconté en contenu, mais je vous la donne parce que je la trouve mais tellement parlante. Avec mon ex-copain. Mon ex-copain était très introverti, et toujours du coup, c'est un mode de fonctionnement, il était introverti. Moi à l'époque, je veux dire, on était ensemble de mes 20 ans à mes 30 ans, donc je veux dire, à 20 ans, je me connaissais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et donc mes mécanismes de l'extraversion et comment mon extraversion pouvait être toxique pour les autres, j'en avais absolument aucune conscience à ce moment-là. Et un jour, sa grande sœur tombe enceinte de son premier bébé. Et il a régulièrement sa maman au téléphone, genre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, enfin assez régulièrement. Et sa mère et sa sœur sont très très proches, donc je sais qu'elles se parlent et tout. Et puis un jour, à un Noël, on arrive chez la famille et là je vois sa frangine clairement enceinte de 7 mois. Genre, à vue de nez, quoi. Et je la regarde, je fais « What ? Mais t'es enceinte ?» Puis moi, persuadée à ce moment-là que personne... qu'elle l'a pas encore annoncé, quoi, qu'elle attendait Noël pour nous le dire. Et là, elle me dit « Ben ouais, mais tu sais pas, mais X t'a pas dit, genre mon copain. » Mais il t'a pas dit ? Je fais « Bah non, il m'a pas dit, non. Putain, mais en plus je me suis sentie nulle, j'avais pas de cadeau pour le bébé, enfin j'avais rien en lien avec ça quoi. Et du coup je vais voir mon mec et je lui dis mais tu m'as pas dit que ta frangine était enceinte? Et il me répond, tenez-vous bien les gars, il me répond, tu m'as pas demandé. Ah non, c'est vrai que j'ai pas pensé à te demander. Est-ce que ta sœur est enceinte? C'est vrai que je sais pas, un truc, tu sais, un check genre tous les 2-3 mois à lui demander. Alors est-ce que ton oncle est vivant? Est-ce que ta sœur est enceinte? Est-ce que ta mère est en bonne santé? Genre,
non en fait. Et ça, c'est clairement une réponse d'introverti. C'est-à-dire que lui, il s'est raconté une histoire de « ça ne m'intéresse pas parce que je pose jamais de questions ». Et moi, je me suis raconté l'histoire de « il sait que je suis là pour lui et il va me partager les trucs parce que c'est ce qu'on fait quand on est proche et c'est ce que moi je fais, je vais le voir et je partage des trucs. Et même, je vais partager des trucs très perso parce que comme ça va lui permettre de lui s'ouvrir aux trucs perso. Mais que nenni, les gars. Si vous êtes extraverti, c'est pas comme ça que marche un introverti. Donc, j'ai envie de te proposer de te remettre en question ici et te demander, tiens, qu'est-ce qui fait que, au fur et à mesure, au-delà des valeurs différentes, je pense que c'est la première raison, mais au-delà de ça, dans mon mode de fonctionnement, ma vision de mon extraversion, qu'est-ce qui fait que tous les gens autour de moi se sont éloignés? Est-ce que je leur ai laissé la place? Est-ce que j'ai posé des questions? Bref, ça peut grandement t'aider dans tes relations. Voilà. En espérant que ça t'aide. Ensuite, je prends une question qui est anonyme, alors qui est plutôt sur la question de l'amitié, l'amour, où est-ce que ça se situe tout ça. Bonjour Esther, j'ai 27 ans et cela fait presque 10 ans que je connais un garçon dont je suis très proche. Nous avons dans le passé eu plusieurs fois des relations sexuelles. Aujourd'hui, j'aimerais que nous arrivions à ne plus avoir cette partie physique entre nous, car cela m'empêche d'être sereine lorsque je suis en couple, de peur que mon copain découvre ce qui s'est passé entre nous et parfois nos messages. Je suis un peu perdue, j'avoue, j'ai du mal à identifier ce qu'il y a vraiment entre nous. Alors, pour moi, là, il y a déjà un truc qui n'est pas clair, c'est est-ce que vous avez des relations sexuelles quand tu es en couple avec quelqu'un? Parce que pour moi, ça, sauf si ça a été dit dans le couple, tacitement en France, dans notre culture, quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est exclusif. C'est-à-dire que la règle, le manuel de bonne conduite du couple, c'est t'es exclusif avec ton copain et si, ou ta copine, ou la personne en tout cas avec qui t'es en relation, et si tu vois quelqu'un d'autre, ça s'appelle de la tromperie, c'est vécu comme de la trahison, etc. Parce que dans notre culture, c'est comme ça. Donc si ça n'a pas été stipulé clairement dans ton couple, ce sera le cas, et je pense que du coup ce sera très désagréable pour toi et pour la personne. Enfin, j'imagine que ça doit pas être facile à vivre et ça crée des problématiques, quoi. Après là, j'ai l'impression que c'est pas forcément pour quand... Enfin, que ça n'arrive pas forcément quand tu es en couple avec quelqu'un, mais ça arrive entre deux moments où tu es en couple. Enfin, c'est pas très clair dans ton message, mais c'est ça que je comprends quand même, que c'est plutôt que tu vois cette personne, que tu as des relations sexuelles avec elle, entre deux relations de couple, et que du coup tu te poses la question si ça va pas être embêtant quand tu es en couple avec une personne, qu'elle risque de savoir que cette relation d'amitié n'est pas juste une relation d'amitié, et qu'en tout cas il y a du physique. Je vois aussi que dans ce que tu me dis, toi, tu es clair sur ce que tu voudrais. Tu sembles clair. Après, la fin me dit que peut-être pas, mais tu sembles clair sur le fait que tu voudrais plus qu'il y ait de physique entre vous, qu'il n'y ait plus de relation physique. Ça, je pense que tu vois, c'est ta responsabilité d'aller lui dire clairement, d'aller dire à cette personne quand la situation se présenterait d'avoir des relations physiques, de juste dire en fait, je suis plus ok avec ça, j'ai plus envie que notre relation soit une relation physique. Et en même temps, à la fin, tu dis que t'es un peu perdu et que tu sais pas identifier ce qu'il y a entre vous. Donc, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Souvent, quand j'étais plus jeune, et je pense que d'autres personnes peuvent vivre ça, mais on a du mal à se poser la question. Je fais pas de l'agisme ou quoi, hein, je pense que c'est une question plus de maturité relationnelle, et du coup ça va souvent avec l'âge parce que plus on vieillit, plus on a eu de relations, sauf si on a vécu que des relations très longues ou qu'on a eu des longues périodes de célibat, mais en général plus on avance dans l'âge, plus on a eu de relations, donc plus on se rend compte de cette partie-là. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais souvent personnellement j'envisageais les relations en fait seulement sur ce qui était possible. Genre je me disais pas, genre moi qu'est-ce que je voudrais avec cette personne. Je me disais où est-ce qu'on en est, est-ce que il ou elle a des sentiments, est-ce que il y aurait moyen de, ou est-ce que ceci, ou est-ce que cela, sans me dire mais en fait moi, indépendamment de ce que cette personne ressent, moi qu'est-ce que je voudrais dans cette relation. Et j'ai pu remarquer avec le temps que c'était une erreur parce que ça avait pu m'emmener dans des relations amoureuses avec des gens avec qui j'avais pas envie de relation amoureuse finalement, que j'avais plutôt envie d'une relation d'amitié. Et ça a pu m'emmener à l'inverse dans des relations de sex friend, là où en fait moi j'avais envie d'une relation amoureuse. Donc j'ai envie de te proposer de te poser cette question avec toi-même déjà en amont. Tu sembles clair sur le fait que tu veux plus de relation physique. Clarifie-le pour toi et assure-toi que c'est bien ton désir. Et demande-toi, et là c'est la coach qui te parle, hein, mais prends le temps de te poser avec un papier et un stylo et demande-toi qu'est-ce que je veux dans cette relation. Comment je me sens avec cette personne. Est-ce que je me sens amie? Est-ce que je me sens amoureuse? Est-ce que je me sens proche mais pas avoir envie de construire quelque chose? Demande-toi vraiment comment tu te sens et qu'est-ce que tu te souhaites dans cette relation et qu'est-ce que tu veux. Et ensuite, une fois que tu es clair avec toi-même, tu pourras aller parler à cette personne et clarifier. Là, c'est la partie où effectivement il faut passer par la communication. J'ai envie de te proposer soit de le faire à l'écrit, soit de le faire par téléphone, soit de rencontrer la personne, de ne pas hésiter à prendre le moyen de communication qui sera le mieux pour toi et à t'écouter là-dessus.
Voilà, en espérant que ça t'aide. Ensuite, je prends une personne qui est anonyme, qui me dit « Bonjour Esther, tout d'abord merci infiniment d'exister sur cette plateforme YouTube. Tu es une source d'inspiration pour moi. J'ai 21 ans. » Écoute, merci à toi de me le dire, ça me touche énormément et je suis contente que ça t'inspire. Parce que c'est pour ça que je fais ça en fait. C'est pour vous montrer que vous aussi vous pouvez et donner des clés. Et ça me fait trop plaisir. Je sollicite aujourd'hui tes conseils car je suis dans une situation un peu particulière vis-à-vis d'une très bonne amie pour moi. Mon souci est suivant. Je ressens une certaine jalousie envers mon amie car j'ai l'impression que c'est le genre de personne pour qui tout va bien. Non pas que je souhaite qu'elle aille mal car évidemment ce n'est pas le cas, mais plutôt que comme la plupart des personnes, elle soit aussi confrontée à certaines difficultés de la vie, comme tout le monde quoi. Elle est bonne en cours, a une famille présente, un super groupe d'amis, un copain toujours derrière elle, qui s'adapte à elle en permanence, et puis parfait aussi dans le style respectueux avec elle, et une vie sexuelle toujours épanouie, ce qui par exemple n'est pas toujours mon cas, mon copain ayant en l'occurrence moins de libido que le sien. J'ai très souvent tendance à me comparer à elle et en même temps je ressens une grande culpabilité de ne pas être complètement heureuse pour elle. Je la jalouse au sens où j'aimerais que de temps en temps tout ne soit pas toujours tout rose dans sa vie. Je l'envie au sens où j'aimerais moi aussi que ma vie soit aussi facile que la sienne et que j'ai les mêmes privilèges. Il y a un peu de sentiment toxique de compétition entre nous que je ressens personnellement et je ne suis pas sûre qu'elle le ressente de son côté. C'est dommage car au-delà de ça, notre amitié est précieuse. On a des discussions intellectuelles très enrichissantes, de gros fous rires et je tiens vraiment à ce qu'on continue comme ça par la suite. J'ai conscience que le sentiment que j'éprouve pourrait nuire à ma relation avec elle, mais aussi à celle que j'ai avec mon copain que j'aime et à qui parfois je reproche de ne pas se comporter d'une autre façon, en l'occurrence de la façon de son copain à elle. Aurais-tu des conseils pour savoir comment arrêter de se comparer ? Je me dis qu'il faut que je focalise sur moi, car ça doit être la clé, mais j'ai du mal à mettre cela en pratique, agir concrètement. J'aimerais ne plus me sentir ce sentiment de jalousie qui nuit à moi-même. J'aime pas la personne que je suis quand je suis jalouse et mes relations aux autres. Merci encore. Waouh! Merci beaucoup de partager ça. Je pense que ça va aider énormément de gens. J'ai beaucoup de choses à te proposer ici. Et merci pour ta vulnérabilité, et merci à toutes et tous pour votre vulnérabilité. Je pense pas forcément à le dire à chaque message, mais clairement, j'aime bien quand ce genre de pull, ça... Instant mode, les gars. J'aime bien quand ce genre de pull, ça descend un peu sur l'épaule, vous savez, ça fait un peu genre sexy, machin et tout. Bref. Voilà. Donc vous allez me voir tirer sur mon pull parce que j'aime bien qu'il soit bien positionné et en même temps que ça marche pas sur le micro. Ma vie est compliquée. Ma vie est compliquée. Mais vraiment, j'ai des problèmes graves, mais vous n'avez pas idée. Ok. Donc, alors, par quoi je commence ? Alors, première chose que j'ai envie de te dire, et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans un podcast sur la jalousie. Et si tu as envie d'aller le rechercher, je le mettrai en barre d'infos. J'ai pas commencé à faire mes notes sur les trucs que je dois mettre en barre d'infos. Je vais du coup rajouter barre d'infos. Donc, podcast jalousie. Et je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. L'ancien Tea Time. Bon, de toute façon, ils seront forcément en barre d'infos. Bref, je sais pas. J'espère que j'ai pas dit trop de trucs. Parce que du coup, j'y pense seulement maintenant à me mettre des notes pour la barre d'infos. Dans ce podcast sur la jalousie, je vous dis quelque chose qui, je pense, est fondamental dans la compréhension de cette émotion. Toutes les émotions, ça c'est un truc que je vous ai déjà expliqué plein de fois, mais je le redis là pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu cette explication. Mais une émotion, c'est juste un signal de votre corps qui vous dit qu'un besoin est rempli ou qu'un besoin n'est pas rempli. C'est comme la douleur physique sur une plaie, et juste là pour vous dire, il y a un problème. Quand tu as mal quelque part, c'est pour mettre ton attention sur la douleur et te dire, bah tiens, j'ai des maux de tête, c'est pas normal, il y a un problème, j'ai mal ici, ah tiens, bah peut-être que je me suis coupée, peut-être que je me suis brûlée, peut-être que j'ai une fracture. Bref, ça sert à porter ton attention. Une émotion, c'est exactement la même chose. Quand elle est désagréable, ça veut dire qu'un besoin n'est pas rempli. Quand elle est agréable, c'est qu'un besoin est rempli. Quand je suis joyeuse, quand je suis enthousiaste, quand je suis pleine d'amour, voilà, c'est que j'ai des besoins qui sont remplis. Besoin de connecter aux autres, besoin d'appréciation des autres, besoin d'être aligné avec mes valeurs, besoin de sécurité émotionnelle, besoin de sécurité matérielle, besoin de plein de choses. Et c'est ça qui me fait ce sentiment de joie, d'enthousiasme, etc.
À l'inverse, quand j'ai des sentiments désagréables, des émotions désagréables, ici j'emploie le mot sentiment et émotion de manière interchangeable, même si c'est pas aussi simple que ça, mais bon, j'emploie les deux mots de la même manière. Quand c'est de la peur, de la colère, de l'angoisse, toutes ces choses-là, ça me dit quelque chose, je pense que je vais éternuer. Non. Si? Non, je n'éternue pas. Ok. Ça me dit quelque chose. Et ici, la jalousie, c'est exactement la même chose. Ça te dit qu'il y a un truc, il y a un besoin qui n'est pas rempli. Quand tu es jalouse d'elle, quel est ton besoin à toi qui n'est pas rempli? D'accord? Quand tu la vois, je sais pas, avoir son copain qui fait des trucs pour elle, qu'est-ce que toi tu envies en fait? Qu'est-ce que tu voudrais et qu'est-ce que ça met en lumière? En fait, c'est une information utile. C'est pas elle le problème, c'est pas à propos d'elle, c'est à propos de toi en fait. Qu'est-ce que ça te dit sur toi, ton besoin à toi? Peut-être que tu as besoin de connecter de cette manière-là avec ton mec, peut-être que tu as besoin j'en sais rien, je sais pas parce qu'il faudrait des exemples en fait, mais tu as besoin de trucs que elle visiblement a et que toi tu manques dans ta vie. Donc c'est ça l'information que ça va te donner. Donc déjà j'ai envie de te poser la question, ok, quels sont les besoins qui sont les tiens et qui ne sont pas remplis ici et que tu aurais besoin de remplir du coup d'une autre manière. Donc soit avec tes proches, soit toute seule en fait, parce qu'il y a plein de besoins que tu peux remplir toute seule. Donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc ici, comment arrêter de se comparer de manière générale. L'exercice de coaching le plus puissant que je connaisse pour ça, c'est un exercice d'équilibrage. En fait, à partir du moment où on a conscience que toutes les circonstances sont neutres, on comprend que du coup, tout ce qui fait qu'on se sent bien ou mal face à une situation, c'est lié à nos perceptions. Et là, en l'occurrence, tu te sens mal par rapport à elle, donc tu ressens de la jalousie par rapport à elle, ou de l'envie, ou je ne sais pas quelle autre émotion désagréable, peut-être même du ressentiment, peut-être même de la colère parfois, peut-être même, j'en sais rien, des choses encore plus désagréables, de la honte, quand on se compare, on peut en ressentir ce genre de choses. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tu as la perception que sa vie est mieux que la tienne. Tu as la perception que elle réussit tout ce qu'elle fait, qu'elle n'a jamais de problème, tu m'as dit, hein, elle n'a jamais de problème dans sa vie, que tout lui sourit, que son mec ça va, ta famille ça va, que tout va bien tout le temps. En fait, tu as cette perception-là. Mais cette perception, c'est ta perception, c'est pas la réalité. Donc, l'idée, ça va être de ne pas confondre la réalité, les faits, avec ta perception. Et un exercice qui est super utile, c'est d'aller équilibrer ça. Donc ça va être de te dire, voilà, quelles sont les qualités de cette personne, quels sont les défauts de cette personne. T'en trouves 3 à 5. Et tu te demandes quels sont les moments où cette personne a manifesté visiblement l'existence de cette qualité. Donc tu te rappelles de souvenirs, tu listes des souvenirs. Tiens, je sais pas, moi je trouve cette personne vraiment belle, par exemple, ok, beaucoup plus belle que moi, je me compare à elle parce qu'elle est vachement plus belle que moi, ok. Quels sont les souvenirs que j'ai d'elle où elle a été vachement plus belle que moi? Alors je me souviens au dernier Nouvel An, elle portait cette jolie robe, elle avait ce rouge à lèvres. Je me souviens au mariage de Lucie, elle était habillée comme ça, elle était vachement plus belle. Sur la photo de classe en 4e, elle était vachement plus belle. Enfin voilà, tu fais toute la liste des souvenirs. Tu le fais aussi pour les défauts. Donc là, tu vas bien confirmer ton biais. Donc surtout, ne t'arrête pas là dans l'exercice parce que si tu t'arrêtes là, tu as juste confirmé tes biais et tes perceptions et tu as encore accentué ton sentiment de jalousie. Donc tu t'arrêtes pas là. Si tu n'as pas le temps et l'énergie de faire l'exercice jusqu'au bout, ne le commence pas, mais va jusqu'au bout de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice, c'est de aller chercher pour tous ces situations-là, pas ces situations, ces qualités et défauts, des souvenirs de situations où, à l'inverse, la personne a manifesté la non-existence de cette qualité et la non-existence de ce défaut. Le but étant d'aller équilibrer. Et tu en trouves autant que ce que tu as trouvé pour le valider. Donc tu vas me dire, mais non, il n'y en a pas autant, puisque cette personne, justement, elle est beaucoup plus belle, elle est toujours la plus belle. Non, ça c'est ta perception, dans les faits c'est pas le cas, donc trouve-moi les autres situations et creuse le cerveau, va chercher les preuves. Et donc, par exemple, là, tu vas dire, ah bah oui, tiens, par exemple, la dernière fois, elle s'est démaquillée, puis elle était là en train de dire qu'elle se trouvait moche et que j'avais une plus belle peau qu'elle. Ah oui, ok, donc cette fois-là, c'est un souvenir où elle n'était pas la plus belle. Ok, un autre souvenir, et tu vas aller creuser comme ça tous les souvenirs.
Et ça, tu peux le faire donc avec les qualités et les défauts. Je t'invite à le faire sur cette personne parce que clairement, c'est une personne que tu idéalises. Donc c'est un exercice que je vous invite à faire à tous, hein. Dès que vous avez une personne dans votre entourage que vous idéalisez, ou même des... Moi, j'ai pu le faire avec certaines personnes qui idéalisaient des stars, qui étaient dans une fan attitude un peu toxique pour elles. Donc le faire aussi avec des personnes que tu connais pas, mais que tu idéalises de ouf. Et vous pouvez le faire avec, je sais pas, n'importe quelle personne que vous idéalisez dans votre entourage. Ça va vous permettre de redescendre en fait. Quelles sont les qualités que je le vois, quels sont les défauts que je vois, et quelles sont les preuves de l'existence de ces qualités, mais quelles sont les preuves aussi des moments où cette personne n'exerce pas cette qualité. Pour que vous puissiez voir qu'en fait, c'est neutre. En fait, cette personne, elle a ses qualités, mais elle a aussi toutes les autres. Et personne n'a plus de qualité que de défauts et personne n'est 100% du temps hyper bienveillant ou hyper brillant ou réussi tout le temps. C'est pas vrai en fait. Et tu vois, cette personne, elle a plein d'échecs. C'est juste que ton cerveau a décidé de pas les voir. Donc va regarder. Donc soit tu le fais avec les qualités et les défauts, soit tu le fais directement ici avec le truc qui te pose le plus de problèmes, c'est-à-dire le fait qu'elle réussit tout ou que la vie lui sourit. Et va chercher toutes les situations où ça n'a pas été le cas. Toutes les situations, fais-toi une liste et tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a plein de moments où elle a eu une mauvaise note, il y a plein de moments où elle a pas été ultra brillante dans un truc, il y a plein de moments où elle a eu un problème dans sa famille, elle s'est engueulée avec quelqu'un, ou il y a plein de moments où comme tout le monde, parce que effectivement, comme tout le monde, la vie ne peut pas lui sourire 100% du temps. Donc là tu vas me dire, mais non, je te jure, elle a une vie parfaite, ce n'est pas possible. C'est ton cerveau qui te raconte de la merde. Je te promets que ce n'est pas possible. Cette personne est un humain, ce n'est pas un demi-dieu. Donc elle aussi, il lui arrive des jours où elle a un bouton sur la tronche. Elle aussi, il lui arrive des jours où elle se plante un examen. Comme tout le monde en fait. Donc voilà, l'exercice que j'ai envie de te proposer pour arrêter de te comparer. Tu demandais quelque chose de concret. Je pense que c'est l'exercice le plus puissant que je connaisse pour arrêter de se comparer. Ensuite, j'ai Ellie qui me dit Hello Esther. Alors voilà, j'imagine que c'est dû à un manque de confiance en moi, mais lorsque ma meilleure amie se trouve un copain, je me sens moins importante, moins nécessaire à son bien-être. C'est horrible à dire, car c'est une excellente chose qu'elle ait d'autres sources de réconfort et d'amour. Et je veux sincèrement que son bonheur, donc jamais je ne cesserai de l'encourager à passer du bon temps avec lui. Mais pendant ce temps, une partie de moi déteste ce mec avant même que je le rencontre et vient presque à espérer qu'il se révèle être un connard pour qu'il ne lui plaise plus et qu'elle revienne vers sa confidente, j'imagine, et source de réconfort numéro 1. C'est grave et malsain, mais heureusement ça n'affecte que moi, mais j'ai envie d'arriver à regarder les choses positives qui lui arrivent avec bonheur, avec un bonheur sincère. Alors merci de partager ça parce que ça rejoint un petit peu ce que disait la personne avant. Et ça me fait penser qu'il y a un truc que j'ai pas dit. C'est que c'est souvent, on se culpabilise dans ces moments-là, mais la culpabilité, ça n'apporte pas ici. Enfin, je veux dire, en fait, j'ai envie de vous proposer d'être bienveillant avec vous-même, même quand vous remarquez que vous avez des choses, que vous faites des choses qui vous paraissent être des preuves de mauvaise personne, quoi. Genre, ouais, une bonne amie, ça devrait aimer sincèrement, me réjouir pour son bonheur, je devrais pas être jaloux, je devrais être content pour elle, etc. Et je n'y arrive pas, je suis une mauvaise personne. J'ai envie de vous proposer de poser ce jugement à côté parce qu'il est non pertinent et de vous voir comme un être humain, vous aussi en fait. Et là, je vais te dire un peu la même chose que ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire, là, clairement, tu as des besoins à toi qui sont pas comblés en fait. Tu peux pas t'en vouloir en fait d'avoir peur. Là, tu as une peur de l'abandon. Tu me dis, c'est une question de confiance en moi. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Et puis la confiance en soi, ça veut tout et rien dire. Enfin, c'est trop vaste. La question, c'est qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette relation te permet de te dire? Qu'est-ce que tu t'autorises à te dire quand tu es avec elle et qu'elle a besoin de toi? Et qu'elle est constamment avec toi? Qu'est-ce que tu t'autorises à te dire sur toi, en fait? Et en quoi ce truc-là, en fait, t'as pas besoin d'avoir ton ami qui a besoin de toi pour pouvoir te le dire, en gros. Et quel est le besoin que ça vient combler chez toi? Donc vraiment, aller le prendre comme une source d'information sur où tu en es dans ta vie et toi, tes besoins actuels, et te dire que tu es un humain et qu'à un moment donné, si tes besoins ne sont pas remplis, tu te sens juste en danger en fait. Là, tu te sens juste en danger. Quand elle commence à avoir une autre personne dans sa vie, tu te sens en danger, tu as l'impression que toi, tu vas être abandonné
Donc voilà, c'est humain en fait, il n'y a pas de problème à se ressentir comme ça. La question c'est, toi, comment tu peux bosser sur cette peur de l'abandon, ou je sais pas, tu l'as pas dit comme étant une peur de l'abandon, mais quel est le problème en fait? Pourquoi tu te sens moins importante, moins nécessaire? C'est quoi ton besoin ici, et en quoi ce besoin il peut être comblé indépendamment de la présence de cette amie dans ta vie, quoi. Donc voilà ce que j'ai envie de te proposer, en espérant que ça t'aide. Alors, ensuite j'ai une personne qui veut rester anonyme, qui me dit bonjour Esther, j'espère que tu vas bien. Ma meilleure amie d'enfance a son groupe d'amis, dont son copain, avec lequel j'ai sympathisé depuis que j'ai quitté ma maison pour étudier en ville, la même ville qu'eux, ce qui explique notre rapprochement. Au début, je les appréciais beaucoup. Au passage, nous sommes 6 en tout, mais l'un d'entre eux n'est que très rarement là, car il étudie à l'autre bout du pays. Mais avec le temps, j'ai l'impression que 2 d'entre eux ne m'aiment pas. Ils manifestent de l'hostilité envers mon égard et des fois ne prennent pas la peine de le cacher. Au début, je pensais que c'était leur façon d'être, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en réalité, ils n'étaient comme ça qu'avec moi. Cela fait que moi aussi, je commence à ne plus franchement les porter dans mon cœur. Sauf que ma meilleure amie étant toujours avec son copain, il m'est devenu quasiment impossible de la voir seule à seule. Ce qui fait que quand on se voit, c'est toujours avec son copain et ses autres amis, car sinon ça manque clairement d'ambiance et je tire un peu la chandelle. Sauf que je me sens de plus en plus mal à l'aise avec eux. Je ne veux pas en parler à ma meilleure amie, car j'avoue ça... car je trouve ça assez gênant de dire que j'aime de moins en moins certains de ses potes et son copain et que du coup je veux plus les voir. As-tu une idée de ce que je pourrais faire? Merci et désolée pour ce long message, j'espère que tu auras pris du plaisir à filmer cette vidéo. La bise masquée. Merci à toi, oui, je prends beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo. Merci pour ton message. Je pense que alors je suis pas sûre d'avoir... J'ai compris et en même temps je suis pas sûre d'avoir compris que... Est-ce que son copain fait partie des 2 personnes en qui tu ressens de l'hostilité? L'enfance avec lequel j'ai sympathisé, quitté la maison... Je suis pas sûre. J'ai l'impression que c'est peut-être des autres. Mais parce qu'après à la fin tu dis j'ai pas... je trouve ça assez gênant de dire que j'aime de moins en moins de certains de ses potes et son copain. Ouais, ok. Ok, bon, là je comprends qu'il y a plein de choses là qui sont pas très justes pour toi ici. Déjà, le fait de pas pouvoir voir ta meilleure amie seule, le fait de pas pouvoir lui parler, parce que pour moi, même si tu peux pas physiquement la voir sans son copain, alors déjà je trouve ça, à titre personnel, c'est Esther, à titre perso qui parle, je trouve ça chelou de pas pouvoir voir ton ami sans ton mec. Je pense que c'est assez légitime si vous êtes meilleurs potes que tu disais meuf, ça te dirait pas de juste passer à la maison et de se voir juste toutes les deux, juste parce que j'ai envie d'un moment entre meufs en fait, juste toi et moi, sans ton mec, sans nos potes. Juste, est-ce que ça te tente? Je pense que c'est assez légitime de demander ça, mais bon, ça c'est moi et mes manuels de bonne conduite dans mes amitiés. Enfin, mon manuel de bonne conduite à moi me dit c'est pas normal que tu puisses pas voir ta pote sans son mec. Mais bon, ouais, je sais pas la réalité de vos relations interpersonnelles à vous. Donc j'ai envie déjà de te dire, bah, peut-être que tu peux lui proposer de se voir sans lui, juste, même sans forcément avoir pour intention de lui dire que t'aimes pas ses potes ou que tu te sens pas à l'aise, etc. Mais juste déjà pour la voir elle et renouer des liens avec elle, ça peut déjà être pas mal, je sais pas. Le premier truc que j'ai envie de te proposer. Et après tu me dis, voilà, c'est assez gênant de lui dire que j'aime plus ses potes et que je veux plus les voir. Déjà, là, ça va être important pour toi que tu te poses la question, peut-être déjà que tu fasses effectivement la liste des faits, mais tu as l'air de l'avoir fait, d'avoir regardé effectivement quels sont les moments où tu t'en as conclu qu'ils avaient de l'animosité contre toi et qu'ils t'aimaient pas, etc. Et puis de te demander, toi, qu'est-ce que tu souhaites? Là, tu sembles savoir que tu souhaites juste ne plus les voir. Donc, essaye déjà d'être bien au clair avec ça, que c'est bien le cas, que c'est bien ça que tu veux. Et ensuite, j'ai envie de te dire, t'as pas de justification à donner. Si t'as plus envie de voir une personne, c'est chouette et sympa de ta part si tu expliques pourquoi, mais en vrai, ton temps n'est pas dû aux gens, hein, tu vois, si t'as plus envie de les voir, t'as plus envie de les voir. Moi, dans mon manuel de bonne conduite, puisque pour moi la communication est super importante, je trouve que ça vaut le coup et je trouverais ça important que tu aies cette conversation avec eux, avec elle et avec même les potes en disant, bah voilà... je me sens pas à l'aise dans ce groupe d'amis, j'ai l'impression que si, j'ai l'impression que ça, et donc moi j'en reste là. Mais voilà, après là je comprends que de toute façon t'es à milieu de pouvoir faire ça. Genre
ça te paraît impossible de juste parler à ton ami, de te dire qu'il y a un malaise. Donc j'ai envie de t'encourager à te demander de quoi tu as besoin en fait. De quoi tu aurais besoin, qu'est-ce qui t'aiderait ici, de quoi tu as besoin dans cette relation avec ton ami pour pouvoir te sentir à l'aise et te dire comment tu te sens toi vis-à-vis de ses amis, quoi. Sans pour autant lui faire des reproches ou lui dire que c'est un problème qu'elle aime ses amis, tu vois, mais juste te demander toi de quoi tu as besoin. Et, voilà, et moi ma réponse, grosso modo, ça va être d'aller lui parler, de trouver un moyen de la voir seule à seule, d'aller lui parler. Et dans un premier temps, si c'est trop pour toi, de pas lui parler tout de suite des problématiques que tu ressens avec ses amis, ou avec les amis communs du coup, mais déjà de juste renouer avec ta meilleure amie, de la voir seule à seule, quoi. Voilà, moi ce que j'ai envie de te donner comme conseil, et concrètement communiquer. Et je sais que tu as peur là, que tu te dis que ça se fait pas, que c'est compliqué, enfin je sais plus comment tu l'as dit, mais c'est gênant. Et j'ai envie de te proposer d'aller au-delà de cette gêne en fait. Je sais que ça va être une sortie de zone de confort, mais je crois que c'est nécessaire là. Parce que si tu le fais pas, en fait dans les mois qui vont venir, l'animosité, tu vois, tu as vu que toi tu commençais déjà à te développer des sentiments vis-à-vis d'eux, négatifs, etc. Donc en fait ça va faire que empirer. Et peut-être qu'à un moment donné ça va même déborder sur ton ami, tu vas même lui en vouloir à elle. Donc j'ai envie de te proposer là de crever l'abcès, d'aller parler et de le faire à ton rythme, de la manière qui te correspond vraiment, de te demander de quoi j'ai besoin, mais de pas rester dans le silence en tout cas. Je pense que le silence, c'est le pire qui puisse arriver, parce que si ça se trouve, en fait, t'as fait ou dit un truc à un moment donné que les gars, ils ont mal interprété, et qui du coup fait que maintenant ils te traitent comme ça, et qu'ils essaient de te faire payer un truc de toi, t'as même pas conscience. Enfin, tu vois, il peut y avoir tellement de trucs qui expliquent ça, et tellement de non-dits, tellement de machin, que j'ai envie de te dire communication, quoi. Ensuite, il y a une personne qui veut rester anonyme, qui me dit « Bonjour Esther, merci de prendre le temps et merci pour ton contenu. Je te suis d'avant tes vlogs de rédaction de thèse, donc ça fait un bail. » Ouais, clairement, ça fait un bail, donc avant 2014, quoi. J'ai récemment vécu une très grosse dispute avec ma meilleure amie que j'ai rencontrée il y a plus de 10 ans. Elle a terminé nos échanges sur « Je préfère qu'on prenne nos distances, j'ai besoin de me protéger » et puis elle m'a bloquée sur tous les réseaux sociaux. Je trouve ça assez violent par ailleurs, très violent par ailleurs. Alors ça meuf, crois-moi, je comprends. Ma question est la suivante. Comment savoir si on est une personne toxique pour les autres? Comment savoir si je suis totalement dans le déni ou si elle exagère? Parce que de mon point de vue, nous avons toutes les deux nos torts. Je ne vois aucune issue de réconciliation, elle refuse le dialogue que j'ai proposé et ça me hante un peu tous les jours depuis maintenant plus d'un mois. Ma question supplémentaire serait comment gérer une rupture amicale forte qui plus est. Merci encore. Ouf. Je pense qu'il y a des gens de ma vraie vie véritable qui vont se marrer en m'écoutant en conseiller là-dessus parce que ça ressemble beaucoup à une situation que j'ai vécue très récemment. Donc j'ai réfléchi à la question du coup. Alors je pense que là je vais avoir du mal à être neutre et à être coach. Je vais faire de mon mieux. Alors, comment savoir si on est une personne toxique pour les autres? En fait, je pense qu'on est tous à un moment donné la personne toxique de quelqu'un. Et que quand une personne t'est toxique, en fait, c'est jamais à propos de la personne, c'est à propos de toi, de ton espace mental et de ce que tu te racontes sur la personne. Et de ce que ça te fait, en fait. Et du coup, enfin, je veux dire, il y a des personnes qui font des choses qui peuvent être vues comme violentes. Je sais pas, un parent qui te dit que t'es nul, que t'arriveras jamais à rien, par exemple. Et on peut juger que c'est un parent toxique, mais en réalité, ce qui fait que tu te sens pas bien, c'est parce que toi, tu te dis qu'il a raison et que voilà. Donc, en soi, en gros, on est tous à un moment donné la personne toxique de quelqu'un quand on fait des choses qui sont en désaccord avec les valeurs de l'autre. Et là, en l'occurrence, dans mon exemple des parents, c'est sûr qu'on va tous être d'accord qu'un parent qui fait ça, c'est un parent toxique parce qu'on a tous la valeur que collectivement, socialement, on a tous cette valeur-là qu'un parent, il a un rôle de protection, qui doit protéger son enfant, qui doit lui valoir son bien, qui doit lui vouloir son bien. Et comme on partage toute cette valeur-là, on va tous être d'accord sur le fait que c'est un parent toxique. Mais en réalité, dans la vraie vie, dans le quotidien, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Donc on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Et il y a des personnes pour qui être d'une certaine manière ou dire certaines choses, c'est pas possible, c'est inenvisageable, c'est dévalorisateur, c'est tout ce que tu veux. Et voilà, quoi, je veux dire... c'est leur interprétation, leur vision du monde. Et donc déjà, je pense que passer par cette réalisation-là, comprendre qu'on peut tous être la personne toxique de quelqu'un, c'est hyper important pour pouvoir se remettre en question. Ensuite, comment savoir si je suis totalement dans le déni ou si elle exagère? En fait, il y a de bonnes chances que les deux soient vrais. C'est-à-dire que toi,
tu veux te protéger, donc c'est normal que tu ne vois pas, parce que toi, tes raisons, je veux dire, dans la vie, dans ton quotidien, les raisons pour lesquelles tu fais les trucs, c'est jamais parce que tu veux du mal à quelqu'un. Je veux dire, on est bien d'accord, tous les êtres humains, on est comme ça. Quand on fait des choses, c'est jamais parce qu'on veut frontalement du mal à quelqu'un. Aucun être humain fait ça pour ça. On fait, et même quand on veut se venger d'un truc, c'est jamais parce qu'on veut réellement du mal à la personne, parce que nous, on veut rétablir une vérité, rétablir une justice. C'est à propos de nous, c'est toujours pour nous sentir mieux. Donc dans les faits, tout ce que tu as fait dans ta vie, ça n'a jamais été pour nuire à cette personne. Donc évidemment que toi tu ne vois pas des reproches, ou si elle te dit, alors je ne sais pas ce qu'elle te dit, mais si elle te dit des choses que tu as faites qui étaient toxiques pour elle, évidemment que tu n'es pas d'accord avec ça. Et à l'inverse, elle, c'est un humain aussi, et elle n'a pas envie de prendre la responsabilité non plus de tes émotions, et elle veut aussi te dire que c'est toi en tant que circonstance qui lui a fait te sentir comme ça, et donc elle va exagérer, et elle va appuyer, et elle va avoir tous ses biais de confirmation à l'œuvre. Si elle s'est mis dans la tête que tu étais une personne toxique, elle a tous ses biais de confirmation à l'œuvre. Donc en fait, les deux sont vrais. La question qu'il faut que tu te poses, c'est plutôt, toi, qu'est-ce que tu en penses? À quel moment dans tes comportements, honnêtement, maintenant que tu en as parlé et tout, tu dis ouais, je suis pas d'accord avec ça, ça me ressemble pas. Je ne veux pas être une personne qui se comporte comme ça. Effectivement, ça c'était pas bienveillant, ça c'était pas si. J'ai pas pu faire mieux à ce moment-là, j'ai pas voulu faire mal à ce moment-là, mais j'ai fait de la merde quand même. À quel moment toi tu reconnais et t'es ok avec le fait que t'as pas été ce que tu aurais voulu être à ce moment-là, et en te pardonnant, hein, pas en étant en t'auto-flagellant, en te disant que tu es une mauvaise personne, etc. Parce que de toute façon, à ce moment-là, et à tout moment dans ta vie, tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Donc ça a été le cas aussi dans les situations de conflit qui sont aujourd'hui des situations de conflit dans vos discussions. Donc va te poser la question, ok, moi, avec quoi je suis d'accord, avec quoi je suis pas d'accord, quels sont les trucs où là je me dis ouais j'ai bien agi, là j'ai pas bien agi. Et fais-toi confiance en fait. Là tu dis, là moi j'entends vraiment une espèce de perte de notion. Enfin, je le comprends totalement parce que comme je disais à l'instant, je l'ai vécu il y a pas très longtemps où en fait tu te dis mais merde, ça se trouve en fait depuis le début je suis quelqu'un de toxique et je suis totalement dans le déni, je me rends pas compte que je suis une mauvaise personne, et si j'étais vraiment une mauvaise personne, comment je ferais pour m'en rendre compte, etc. etc. Et t'en as un point où tu te doutes de toi-même. Ne doute pas de toi-même, juste remets-toi vraiment en question. Genre, pose-toi la question, ok, quels sont tous les faits, toutes les situations où elle m'a reproché des choses où on a des points de désaccord. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Fais-toi confiance. Et si vous êtes en désaccord sur des trucs, à un moment donné, c'est juste une divergence de valeurs et vous avez le droit d'être en désaccord. Vous avez le droit de ne pas voir les choses de la même manière. Et si c'est trop pour la personne, c'est-à-dire qu'elle ne tolère pas, par exemple, je sais pas, toi t'es pas d'accord que tuer c'est grave, par exemple, et qu'elle ne tolère pas que tu penses que tuer c'est pas grave, et vous allez juste plus pouvoir être amis. Et c'est ok, ça veut pas dire qu'il y en a une ou l'autre qui est une mauvaise personne, en fait. Vous voyez ? Je donne cet exemple de tuer volontairement parce que c'est très extrême. Mais en fait, il y a de bonnes chances qu'il y ait des trucs sur lesquels vous soyez juste pas d'accord et que vous ayez changé. Ensuite, la deuxième chose que tu demandes, c'est comment gérer une rupture. Moi là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que cette personne, c'est son droit de pas vouloir te parler. Peut-être qu'elle aussi, elle est dans son brouhaha et qu'elle a l'impression d'être manipulée par tes propos parce que elle s'est fait sa réalité de mon Dieu, cette personne est toxique pour moi, cette personne a fait du mal. Et toi, t'arrives avec ton point de vue en disant mais non, mais pas du tout, moi j'ai jamais voulu te faire du mal, moi j'ai fait ça pour telle raison. Puis elle peut avoir l'impression que t'es en train de manipuler son opinion et que t'es en train de manipuler la réalité. T'es pas du tout en train de manipuler la réalité, c'est juste qu'elle croit que la réalité c'est sa vision des choses. Et que toi tu crois que la réalité c'est ta vision des choses. Sauf que la réalité c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est ni ta vision des choses, ni sa vision des choses. Toutes les deux, vous avez votre propre vision des choses, avec vos prismes à vous, avec vos biais de valeur, avec vos biais d'histoire. Et donc, elle a besoin de prendre du recul, et c'est ce qu'elle te dit, hein, elle a besoin de prendre du recul pour se protéger. Mais en fait, quand les gens disent ça, moi j'ai pu remarquer, c'est que quand les gens disent ça, c'est qu'en fait, ta vision des choses vient ébranler la leur, et qu'ils ont l'impression que tu essayes de les manipuler, etc. Alors que pas du tout, c'est pas que tu essayes de les manipuler, c'est juste qu'ils ne sont pas encore en mesure de voir que leur vision des choses n'est pas réelle, c'est pas la vraie chose en fait, c'est leur prisme à eux. Et donc, évidemment, ils sont plus d'accord avec leur prisme à eux, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, cette personne, faut qu'elle prenne du recul. Et peut-être qu'elle voudra jamais prendre du recul, jamais sortir la tête de l'eau, parce qu'elle n'a pas du tout envie de voir que sa vision des choses n'est pas la réalité, et c'est son droit le plus strict, en fait. Elle a le droit de rester dans son bullshit, en fait. Et donc, toi, tout ce que tu peux faire, c'est respecter ce besoin d'espace. Et peut-être que la raison pour laquelle, là, tout de suite, elle peut pas voir ta vision des choses, c'est parce que ça serait trop douloureux pour elle, et qu'elle a réellement besoin de se protéger. Peut-être qu'elle partira en dépression, peut-être que, j'en sais rien, peut-être que c'est réellement pas accessible pour elle, ça la ferait partir en crise d'angoisse.
T'en sais rien. Et donc, la seule chose que tu puisses faire, c'est respecter ce besoin d'espace. Donc, j'ai envie de te dire, respecte ce besoin d'espace et respecte le fait que peut-être cette personne aura jamais envie d'écouter ton point de vue. Et c'est hyper violent et je le comprends. Et crois-moi, je le comprends. Mais c'est son droit, en fait. C'est son droit le plus strict. Et c'est pas à propos de toi. C'est pas à propos de toi, là. C'est entre elle et elle. Et toi, remets-toi en question sur ta part, mais ça s'arrête là, quoi. Et comment gérer une rupture amicale? Pour moi, c'est la même chose que pour une rupture amoureuse, pour une rupture familiale, pour une rupture de lien. Ça passe par rééquilibrer, parce que souvent, en fait, dans ces moments-là, on le vit comme un trauma, on se dit que c'est horrible, que c'est pas juste, que on voit tous les désavantages au fait de plus se parler, on voit tous les désavantages, tout ce qui va nous manquer, on a vraiment un processus de deuil à faire. Donc j'ai envie de t'encourager déjà à aller regarder les étapes du processus de deuil, parce que ça peut peut-être t'aider à comprendre un peu ce par quoi tu passes. Et sinon, là c'est la coach qui te parle, mais à aller équilibrer en te disant, voilà, qu'est-ce que je veux retenir de bien de cette relation, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie, et qu'est-ce que cette rupture m'apporte dans ma vie, qu'est-ce que ça m'apporte pour la suite, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, qu'est-ce que j'ai appris sur la relation, en quoi c'est bien pour elle, en quoi c'est bien pour moi, qu'il se passe cette rupture là, maintenant, tout de suite, quelles sont les bonnes choses associées avec cette rupture, l'histoire de rééquilibrer ta perception de là c'est grave et c'est négatif et c'est un problème, et d'aller mettre un petit peu d'équilibre là-dedans pour moins en souffrir. Et après, juste te laisser le temps, parce que le temps permet de décanter, permet de comprendre les situations avec du recul, de toi sortir de l'émotion pour plus aller dans ton intuition et te dire, voilà, où est-ce que j'ai merdé, où est-ce que non, c'est pas moi qui ai merdé, où est-ce que c'est ses perceptions, où est-ce que c'est les miennes. Et de te faire confiance, de te donner du temps, de te poser la question régulièrement de quoi tu as besoin, de prendre soin de toi, de te rappeler que tu es humaine et ou humain, et que tu as fait de ton mieux à tout instant dans ta vie, et que tu continueras à faire de ton mieux, et que tu continueras à faire des conneries et des erreurs, et que tu es ok avec ça en fait. Que tu es ok avec le fait de te planter et de faire de la merde parfois relationnellement, parce que ça va t'arriver, tu es un humain comme les autres. Et voilà. J'espère que ça peut t'aider, et la réponse, c'est de t'aimer. De t'aimer quoi qu'il arrive. Ok, t'es la seule personne qui sera là avec toi du début à la fin, donc j'irais bien me refaire un café, parce que le mien est froid. Je me refais un café, je reviens dans 1 minute. Donc je passe derrière la lumière. Vous n'avez pas idée du bordel que c'est en termes de lumière là? C'est être à Paris, filmer à midi à Paris en plein hiver, voilà ce que ça donne. Je pense que la vidéo va sortir ce soir tard dans la soirée, parce que j'ai envie de profiter avant le couvre-feu avec mon amoureux, on va aller se balader, et on est dimanche, donc voilà. J'étais en train de me dire, parce que je parle à mon mec là en me faisant le café, et j'étais en train de me dire que c'est fou comme j'aime ce métier en fait, comme j'aime le métier de coach. C'est un truc qu'on dit souvent, hein, que vous entendrez les coachs dire, et si vous êtes coach, je pense que vous l'avez déjà remarqué aussi, mais c'est que c'est un métier qui fait grandir, parce que les clients, donc les coachés, t'amènent toujours ton miroir en fait. Il y a toujours des choses... merde, j'ai encore le pull qui va frotter sur le micro. Attendez, je me lave les lunettes. Hop là. T'amènes toujours en fait les problématiques que tu as besoin en miroir. Et là, clairement, la situation d'avant, c'est une situation miroir avec un truc que j'ai vécu récemment. Et c'est fou, parce que des fois, je dis à mes coachés, donc vous savez que j'ai un programme de coaching où en fait, on a à peu près, je sais pas exactement combien on a de coachés actuellement, mais peut-être 120, 150, je sais pas exactement. Il y a la communauté où il y a 500 personnes, 600 même, je sais même plus exactement. Et le programme de coaching Point Final, qui est sur la relation à la nourriture, la perte de poids. Et en fait, c'est fou, parce que évidemment, on ne coach pas juste sur le poids. Enfin, c'est pas ça le sujet. C'est pas à propos du poids. Au final, on sait bien que la raison pour laquelle tu manges alors que t'as pas faim, c'est autre chose. Donc on va coacher. On coach sur le couple, on coach sur le boulot. Il y en a, pendant le programme, elles vont lancer leur boîte, changer de vie. Il y en a, elles vont se réconcilier avec leur mec. Il y en a, elles vont reprendre contact avec leur père. Enfin, il y a des trucs de ouf qui se passent dans leur vie. Et en fait, c'est fou, parce qu'on coach sur plein de trucs, et très souvent, quand elle coach avec moi, elle m'amène un sujet, et des fois c'est tellement son propre miroir de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, que des fois je lui demande, mais pourquoi tu l'as amenée ici et pas à ta coach référente? Elle me dit, je sais pas, je sentais que c'était toi la bonne personne à qui en parler maintenant. Et ça me fait rire, parce que je sais pas, je suis là, bah ouais, hein, clairement je suis ton miroir. T'avais besoin d'un miroir, et là clairement tu le sais pas, t'as aucun moyen de le savoir. Et je me sens que là cet été j'ai vécu une rupture amoureuse, et cet été,
mais tout le monde m'amenait en coaching leurs histoires de rupture, quoi. J'étais, mais meuf, putain, vous pouvez pas tout être en train de vous faire larguer par votre mec pendant l'été, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, statistiquement, ça marche pas. C'est trop drôle, en fait. Et voilà, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce métier. C'est, je sais pas par quel... évidemment, c'est certainement mes biais, mes biais de confirmation et tout ça. Et il y a plein de fois où là, même dans les messages que j'ai lus aujourd'hui, il y a des trucs qui me concernent pas du tout, que je connais pas. Et je l'ai pas pris dans mon biais de confirmation de on m'amène toujours mon miroir, mais c'est très drôle. Voilà, donc si vous êtes coach, vous avez déjà remarqué ça, je pense. Bref, on reprend du coup, hein, plutôt que je raconte ma vie, parce qu'on s'en fout un peu de ma vie. On reprend. Alors, une personne qui n'a pas besoin de rester anonyme, donc Pierre, un des rares hommes, parce que vous êtes quand même 12%, 13% je crois, sur cette chaîne à être des hommes, donc c'est quand même cool. Ce qui est beaucoup mieux que ce que c'était il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais genre 2% d'hommes, quoi. Donc, on a gagné une audience auprès des messieurs. Est-ce que c'est juste les meufs qui se sont barrées? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir parlé un peu plus d'entrepreneuriat? Je sais pas, mais en tout cas, je vais pas parler beaucoup d'entrepreneuriat sur cette chaîne, c'est pas dans mes objectifs de parler de ça. On m'a beaucoup demandé récemment, est-ce que je comptais faire une chaîne où j'aiderais sur l'entrepreneuriat, mais moi je pars du principe qu'il y en a déjà énormément, et même si j'adore ce sujet pour le vivre, mais je me sens très entrepreneuse, mais je me sens pas, j'aime pas en parler, enfin, je peux aimer en parler, mais je veux dire, je me vois pas faire une chaîne là-dessus. Bref, c'était pas la question, on y va. Donc Pierre me dit: bonjour Esther, tout d'abord merci pour tout ce que tu fais, tes contenus m'aident énormément à me développer et à avancer dans beaucoup de domaines. Bah, écoute, je t'en prie, comme je dis souvent, c'est un... je pense que là vous savez ce que je vais dire. C'est pas du tout généreux, c'est un plaisir égoïste. C'est que j'adore partager. Voilà ma problématique. Je suis introvertie et j'ai souvent beaucoup de problèmes pour me faire des amis. J'ai remarqué que je me comporte très différemment quand je suis avec des amis en groupe plutôt que un à un. En groupe, je suis plutôt timide et parle moins, et c'est particulièrement vrai avec des gens que je connais peu. J'ai de l'anxiété à l'idée d'être invitée dans un bar car je n'aime pas l'ambiance bruyante et je ne bois pas d'alcool. Je me trouve très maladroit dans mes interactions sociales avec les gens que je connais peu. Je m'auto-observe et juge tout ce que je dis. J'ai l'impression d'être le mec bizarre au milieu des gens normaux. Je vais prochainement déménager dans une nouvelle ville et j'aimerais me faire de nouveaux cercles d'amis. Aurais-tu des conseils pour m'aider à trouver des amis et à gérer cette anxiété de parler aux autres? Merci beaucoup Pierre d'avoir partagé ça, parce que je me demandais s'il y aurait quelqu'un qui parlerait de l'aspect timidité, introversion, etc. Merci beaucoup et merci pour ta vulnérabilité du coup, parce que c'est un sujet un peu tabou. Bon, sache déjà, je sais pas si t'as besoin de ça, tu m'as pas dit que tu te sentais... Si, t'as quand même dit que t'as l'impression d'être le mec bizarre au milieu des gens normaux, mais en fait t'es pas du tout bizarre. 50% des gens sont introvertis, et les amis, mettez en commentaire, hein, si vous vous reconnaissez dans le message de Pierre, mettez-le, qu'il puisse le lire. Parce que c'est un truc, c'est très, très, très courant. Je veux dire, 50% des gens sont introvertis, et parmi les introvertis, beaucoup jouent l'extraverti, se forcent et rentrent chez eux, mais totalement vidés, parce qu'ils sont forcés à communiquer, ils sont forcés à boire des bières, à avoir l'air sympa, à parler, à poser des questions, alors qu'en fait, ils sont terrifiés, ils sont en angoisse interne, et ça leur correspond pas du tout. Donc, sache que t'es pas du tout le seul, et que t'es pas bizarre, quoi. T'es pas bizarre, t'es comme 50% des gens, c'est juste qu'on vit dans un pays où en fait on valorise l'extraversion. Si t'étais né au Japon, bah, ça serait l'inverse, c'est les extravertis qui se sentiraient bizarres parce qu'on valorise l'introversion. Voilà, bah, t'es né dans un pays où on valorise l'extraversion, globalement dans les pays occidentaux, je pense France, Espagne, Italie, Angleterre, tous les États-Unis, Canada, tout ça, on valorise l'extraversion. Donc voilà, du coup, ben, c'est juste ça, mais c'est vraiment 50-50 hein, les gens. Il y a vraiment moitié-moitié des gens qui sont introvertis et moitié extravertis. Et donc c'est pour ça aussi que tu as remarqué que tu te comportais très différemment quand tu es en 1-1 de quand tu es en groupe. Parce que en tant qu'introverti, c'est plus facile pour toi. Je sais pas si tout ça tu le sais, je suis désolée si je te fais du woman's planning là en l'occurrence. Mais c'est... je le dis aussi pour les autres, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, mais... En fait, quand tu es introverti, tu es vachement plus à l'aise dans une relation 1-1 parce que tu as moins d'informations à traiter et tu as une personne à écouter qui dit un point de vue et tu as l'espace de pouvoir répondre. Et c'est beaucoup plus facile, t'as pas à te poser la question quand est-ce que je vais pouvoir prendre la parole, parce que le problème d'un introverti, c'est qu'il a besoin d'un certain temps pour
enfin le problème, le mode de fonctionnement, c'est pas un problème du tout, hein, mais le mode de fonctionnement d'un introverti, c'est d'avoir besoin d'un certain temps pour formuler sa pensée et être capable de faire sens. C'est pas quelqu'un qui peut formuler sa pensée à l'oral au fur et à mesure qu'elle l'a dit en fait, ou très difficilement. C'est pas tout blanc ou tout noir, hein, mais c'est beaucoup moins naturel pour un introverti de faire ça. Du coup, s'il y a une discussion à 5 ou 6, les gens sont là, ça fuse, s'il y a des extravertis, ça fuse, donc en fait vous allez remarquer qu'il n'y a que la moitié des gens qui parlent, en fait, il y a l'autre moitié qui écoute, c'est généralement les introvertis, extravertis. Les extravertis parlent, les introvertis écoutent, et en fait, les gens fusent, et toi tu catches un truc sur lequel tu as envie de réagir, tu formules ta pensée, et au moment où tu serais prêt à la dire, t'arrives pas à prendre la parole, parce que les extravertis se coupent la parole entre eux, et en plus de ça, il est trop tard, c'est-à-dire qu'en fait là, la conversation elle a eu le temps de changer 10 fois, parce que toi, le temps que tu formules ta pensée, voilà, ça n'arrive pas dans une relation à deux. Parce que dans une relation à deux, il n'y a pas des gens qui se coupent la parole, il n'y a pas 12 millions d'informations à la seconde qui emmènent ton cerveau sur des réflexions, et tu as le temps de formuler ta pensée, la personne va te poser une question, elle va attendre, elle va se taire, et toi tu vas pouvoir formuler. Donc c'est pour ça en fait que tu es très différent dans une relation 1 à 1, c'est juste que tu y trouves ta place, et c'est normal quoi. Maintenant, comment trouver des amis, et comment gérer cette anxiété de parler aux gens ? Je pense que l'anxiété de parler aux gens, tu peux déjà te faire un exercice de préparation et te demander, ok, pourquoi tu as envie de le faire ? Quel besoin ça remplirait pour toi de parler aux gens ? Et quelles sont tes peurs ? Et d'aller te coacher sur tes peurs irrationnelles que tu peux avoir à l'idée de parler à quelqu'un. Donc te coacher là-dessus et te préparer en fait. Ça peut être déjà quelque chose qui peut t'aider. Un exercice en amont. Genre si tu décides d'aller à un événement, à une soirée, à un truc, bon je sais bien qu'en ce moment il n'y en a pas trop, mais si tu décides d'aller quelque part où il va y avoir de l'interaction sociale et avec l'intention d'entamer des conversations ou de participer à des conversations, coach-toi en amont, genre demande-toi en amont comment tu as envie de te sentir, qu'est-ce que tu as envie de te dire, de quoi tu vas avoir peur, quelle stratégie tu peux te proposer pour lever cette peur. Enfin prépare-toi en fait. Et maintenant, le truc que j'ai envie de te proposer, c'est de ne pas essayer de t'acclimater à des environnements qui ne te conviennent pas, en fait. Tu n'es pas du tout obligé d'aller dans des bars où on s'entend pas, où tu bois pas d'alcool et où tu peux pas avoir de conversation profonde avec les gens, en fait, si ça t'intéresse pas. T'es pas obligé de faire ça, en fait. Et va plutôt vers des personnes qui vont te ressembler. Parce que des introvertis, comme j'ai dit, il y en a 1 sur 2, donc il y a plein de gens qui aiment pas non plus les bars, qui aiment bien les conversations 1-1. C'est juste que comme vous êtes introvertis tous les deux, en fait, vous vous rencontrez pas, vous vous parlez pas. Donc j'ai envie de te proposer plutôt d'aller chercher à créer ce type de relation. D'aller peut-être dans des événements ou des groupes ou quoi, de paroles ou de discussions ou des trucs, voilà, des groupes qui partagent des affinités sur des sujets, des passions, des trucs comme ça, où tu vas pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont des bonnes chances de fonctionner un peu comme toi. Et ensuite de créer du lien avec ces personnes-là. Genre, tu vas sûrement trouver des introvertis qui vont eux aussi aller dans des événements sociaux alors qu'ils n'ont pas envie d'y être pour la même raison que toi. Et en fait, tu peux tout à fait aller dans un événement social, trouver un autre introverti et aller te poser dans un coin, parler à deux en fait. Et c'est un truc que moi je fais très souvent dans les événements, même si je suis extravertie, mais je suis un peu la meuf, je suis la plus introvertie des extravertis. Donc du coup, il y a plein de moments où je suis plutôt en mode introversion et je comprends très bien les introvertis et je suis la personne qui va parler aux introvertis tout seul dans la soirée, tu vois. Donc, n'hésite pas à pas te forcer à fonctionner d'une manière qui n'est pas la tienne et à te dire qu'il existe d'autres personnes comme toi et que tu peux aller leur parler et que oui, ça va quand même te demander de faire un premier pas, etc. Et dans ce cas, tu peux te préparer, te coacher et tout, mais n'essaye pas d'avoir des relations. Enfin, moi, mon conseil, et c'est un conseil pour le coup, donc ça engage que moi, mais c'est de pas essayer de te forcer à être quelqu'un que t'es pas, à pas faire semblant d'être extraverti, ça sert à rien, tu vas te faire du mal. Et à plutôt être ok que tu auras certainement moins de relations et tu auras des relations plus profondes et que tu préfères les relations 1-1 et trouver, même dans les soirées ou quoi, si tu prends le temps de décider d'aller parler à des gens, repérer les personnes qui sont toutes seules, qui ont l'air d'être introverties aussi, et d'aller parler avec elles, d'entamer la conversation et de juste parler de sujets qui t'intéressent vraiment, dans un contexte qui t'intéresse vraiment. Ensuite, on a Aurélie qui me dit « Bonjour, d'abord merci pour ta disponibilité et tout ce que tu fais. » Écoute, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Je suis quelqu'un de plutôt réservé. J'ai des amitiés très fortes avec une poignée de personnes et ça me va très bien. Je pense du coup que tu es introverti. Ah oui, j'ai pas dit la différence entre introverti et timide. Introverti, c'est un mode de fonctionnement. Timide, il y a un travail d'estime et de confiance en soi. On peut être les deux. On peut être un introverti timide, on peut être un extraverti timide. On peut... c'est tout. Oui, c'est tout. On peut être un introverti pas du tout timide,
un extraverti pas du tout timide. Et une façon de savoir si c'est de la timidité ou de l'introversion, c'est te poser la question quand t'as pas envie d'aller à une soirée. Est-ce que la raison pour laquelle t'as pas envie d'y aller, c'est parce que tu vas être totalement vidé, tu vas pas savoir comment parler aux gens, et en fait ça va te demander des efforts surhumains de connecter avec les gens, et tu vas rentrer de là, tu vas avoir mal à la tête, tu vas avoir besoin de 3 jours pour t'en remettre, et donc t'es fatigué d'avance. Ou est-ce que la raison pour laquelle t'as pas envie d'aller, c'est parce que t'as peur de passer pour un con, de pas être accepté, de te sentir pas bien, et que les gens te jugent, et que ça te prend de l'énergie de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, que t'as peur d'avoir l'air ridicule. Dans le premier cas, c'est de l'introversion, dans le deuxième cas, c'est de la timidité. Tu peux tout à fait avoir les deux, encore une fois. Donc voilà, je le pose là pour celles et ceux qui ne sont pas forcément clairs avec les questions d'introversion et de timidité. Et tu peux tout à fait être extraverti, genre adorer aller dans une soirée et savoir que même si tu vas être physiquement fatigué, parce que de fait, tu as parlé à plein de gens, il y a eu de la musique forte et tout ça, tu vas quand même être énergisé. Tu vas rentrer, ça va t'avoir apporté de voir des gens. Là où un introverti, il va rentrer, il va être vidé. Donc toi, ça va t'apporter. Mais par contre, tu peux avoir peur d'aller à une soirée parce que tu as peur d'être ridicule, tu as peur que les autres te jugent, tu as peur de pas dire les bonnes choses, et être donc un extraverti timide. Genre, tu as envie d'aller à la soirée parce que tu as envie de connecter avec des gens et tu sais que ça va te nourrir, que ça va te faire te sentir trop bien, mais en même temps, tu hésites à y aller parce que tu as peur d'être ridicule ou de pas savoir quoi dire. Voilà. Donc, je reviens à ton message, Aurélie. Alors, voilà, j'ai de très fortes amitiés avec une poignée de personnes et ça me va très bien. Je sais que dans le travail, je suis très concentrée et perfectionniste, donc peu disponible pour tisser des relations avec mes collègues. Je serai bientôt infirmière. On croise les doigts, je croise les doigts aussi pour toi. C'est un milieu, même si je pense que c'est pas de croiser les doigts que tu as besoin, mais d'autres choses, et je suis sûre que tu l'as. Je suis sûre que tu n'as pas besoin d'en référer à l'agence. C'est un milieu principalement féminin, avec beaucoup de copinage et de cohésion d'équipe, parfois moins lié au travail en lui-même qu'au bruit de couloir. C'est vraiment pas le fonctionnement qui me correspond. Comment faire la différence entre copinage et amis, qui pour moi est beaucoup plus fort, tout en restant professionnel. Ou comment rester professionnel tout en accordant de la disponibilité à mes collègues et nos relations. Je ne sais pas si c'est très clair, ni si c'est complètement dans le thème. Merci pour ta lumière, de ta lumière. Eh bien écoute, de rien, si c'est complètement dans le thème. Je vois complètement ce que tu veux dire. Et donc je suis pas sûre par contre d'être sûre de ta demande. Tu veux savoir comment rester professionnel et quand même t'intégrer, en gros. C'est ça, hein. Comment se sentir bien dans ce milieu-là. Bon, je pense que déjà là tu te connais très bien et tu sais que ça ne te correspond pas, là, les histoires de copinage, de bruit de couloir, de pia, ça te correspond pas. Donc j'ai envie de te dire, ne te force pas, là c'est Esther qui te conseille, hein. J'ai envie de te dire, ne te force pas à être quelqu'un que tu n'es pas. Et c'est ok si jamais t'es un peu bizarre et que les personnes pensent que du coup, quand même, t'es moins sympa et tout ça, enfin... J'ai envie de t'encourager à t'en foutre de ce que vont penser les autres et à être juste avec toi-même. Maintenant, tu peux aussi te poser la question, et là c'est plus en tant que coach, j'ai envie de te poser la question, pourquoi tu aurais envie d'être proche de tes collègues, malgré le fait que vous ayez des différences en termes de fonctionnement et que profondément ça t'intéresse pas. Et d'aller regarder en fait quelles sont les valeurs qui seraient nourries ici. Et est-ce que pour toi, genre par exemple, c'est important la cohésion d'équipe en vrai, et c'est une vraie valeur que tu as, et ou pour ton besoin, donc soit parce que c'est une valeur, soit parce que tu as un besoin de sécurité au travail par exemple, de sécurité émotionnelle au travail, et de te demander voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles j'aurais envie de partager, de copiner, alors qu'a priori ça m'intéresse pas. Et pour que tu le fasses, enfin si tu prends la décision de le faire et que tu n'as pas envie de suivre tes modes de fonctionnement ici, c'est-à-dire de faire ce que je viens de te dire, c'est-à-dire de faire ta vie, de parler seulement si tu en as envie, de te concentrer, d'être perfectionniste et tout ça parce que ça te ressemble, et tant pis s'il y a des gens qui t'aiment pas et qui pensent que je sais pas, que t'es pas marrante ou que t'es, j'en sais rien, je sais pas comment on juge les gens introvertis mais que t'es bizarre ou quoi. Genre, moi, à titre personnel, en tant que Esther Taïfé, j'ai envie de t'encourager à ça parce que je suis à fond là-dedans, dans respecte-toi, sois toi-même à 100%, mais il se peut qu'une partie de toi-même, ça soit aussi la cohésion du boulot et que ça soit vraiment un truc important pour toi. Et dans ce cas, va te demander pourquoi est-ce que tu as envie de copiner, et du coup coach-toi en amont sur le fait de le faire, c'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir des conversations qui t'intéressent pas vraiment, tu vois, de parler de la pluie, de beau temps ou du je sais pas, du secteur 2 où il y a eu je sais pas quoi, ou du Covid machin, alors que ça t'intéresse pas vraiment dans le fond, mais tu sais que ça va permettre de créer du lien. Moi ça m'arrive de faire ça, tu vois, d'aller dans des domaines où je sais que ça va créer du lien, où c'est important. Moi par exemple les anniversaires c'est pas du tout important pour moi, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui ça l'est, et donc pour aller créer du lien, pour aller lui dire joyeux anniversaire, ah, qu'est-ce que t'as fait, vas-y envoie-moi des photos de tes cadeaux, nanana. Et
en vrai ça m'intéresse, mais ça m'intéresse dans le cadre de la relation parce que ça va me permettre de créer le lien que je veux avec la personne, mais pas parce qu'en soi le cadeau m'intéresse, parce qu'en soi pour moi je l'assimile à du small talk, mais par contre ça me permet de comprendre des choses sur la personne, de connecter avec elle, et ça m'intéresse. Donc essaye de voir toi ce qui t'intéresserait là-dedans. Peut-être que parler des bruits de couloir ça t'intéresse pas, mais ce qui t'intéresse c'est de comprendre du coup comment la personne pense, quelles sont ses insécurités, qu'est-ce qui est juste pour elle, à travers le fait qu'elle t'exprime les bruits de couloir. Donc essaye de voir toi comment ça te nourrirait dans tes valeurs, et pourquoi tu aurais envie d'aller là-dedans. Et si t'as pas envie d'aller là-dedans, bah moi je suis que pour t'encourager de pas y aller. Et tant pis si tes collègues pensent à mal de toi, je suis sûre qu'il y aura toujours une ou deux collègues qui au contraire respecteront vachement ça. Moi je sais que dans mes boulots, par le passé, il y avait des collègues qui m'aimaient bien justement pour ça, qui disaient tu rentres pas dans les jeux, ça t'intéresse pas, et qui valorisaient ça aussi. Donc de toute façon, dans un service comme ça, t'auras plein de personnes et il y aura forcément des gens avec qui tu s'entendras mieux, d'autres un peu moins. Et tu peux décider de copiner, mais c'est pas du tout une obligation. Et si tu le fais, assure-toi que tu es ok pour tes raisons et que tu te le fais d'une façon qui nourrit tes valeurs. Voilà ce que j'ai envie de te proposer. En espérant que ça t'aide, parce que je suis pas sûre que ce soit vraiment ce que tu demandais, mais bon, voilà, j'espère que ça t'aide. Ensuite, j'ai une personne qui veut rester anonyme qui me dit « J'ai longtemps été entourée de beaucoup d'amis avec qui je faisais la fête. Beaucoup la fête. Aujourd'hui, je ne bois plus, je m'intéresse à l'écologie, au développement personnel, à l'éducation et à des choses tout simplement. Mes questionnements sont pour eux des prises de tête, entre guillemets. Je crois que je pourrais faire sans eux. Et si un jour j'ai besoin d'amis, d'un groupe d'amis, comment je ferais ? C'est pas facile à 30 ans de retrouver un réseau. Si ? Bon tea time. Merci à toi pour cet apport, parce que je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. En fait, je crois que le premier truc que j'ai envie de dire à ça, c'est que un truc qu'on refuse souvent de voir dans les relations, que ce soit relations amicales, amoureuses, familiales, etc., c'est qu'on refuse de voir qu'on change, en fait. Et qu'avec le temps, on n'a plus les mêmes besoins, on a nos valeurs qui se précisent. On sait que notamment la personnalité, c'est autour de 27-30 ans qu'elle s'assoit. Donc tu vois, pendant toute ta vingtaine, tu testes des trucs, tu essaies de voir ce qui est juste pour toi, tu testes. Et il y a un moment où ça te paraît clair que ça c'est ok, ça ne l'est pas, et il y a des certitudes qui arrivent. Et là, moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui a juste changé en fait. T'as pas les mêmes envies que ce groupe d'amis, et c'est ok. Là tu dis que tu as l'impression que tu pourrais être sans eux. Tu vois que t'as pas les mêmes questionnements, tu vois, parce que si eux ils te disent que c'est de la prise de tête, clairement vous n'avez pas les mêmes valeurs, c'est-à-dire que eux, pour l'instant, les valeurs sont peut-être plus sur l'amusement, peut-être plus sur, je sais pas, profiter de la vie, peut-être pas forcément des trucs, peut-être du lâcher prise ou des choses comme ça, là où toi t'as d'autres valeurs, et il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre, hein. C'est juste que vous n'êtes pas au même stade dans votre vie, vous n'avez pas les mêmes besoins, et c'est normal et c'est ok, tu vois. Donc déjà, le premier truc, pour moi, là, que j'ai envie de te proposer, c'est d'accepter ça, d'accepter juste que vous n'en êtes pas au même point, et de te dire ce que j'ai dit un peu plus tôt, mais d'aller peut-être t'entourer de personnes qui ont les mêmes questionnements que toi, qui s'intéressent aux mêmes choses et qui te ressemblent aujourd'hui. C'est un truc qui arrive souvent, et moi ça m'est arrivé pas mal avec mes amis ces dernières années, mes amis que j'avais depuis longtemps, parce qu'en fait, j'ai 34 ans et tous mes amis ont à peu près mes âges, 32 à 36 en gros, en fonction de si on avait redoublé à l'école ou pas, on n'a pas tous exactement le même âge, mais autour de ces âges-là. Et du coup, une bonne partie d'entre eux ont fondé une famille, se sont mariés, sont installés, et du coup n'ont pas du tout les mêmes réalités de vie, les mêmes questionnements. Et du coup, les valeurs ont changé, parce que les priorités changent quand tu t'installes, quand tu as des enfants, etc. Moi, je suis à mon compte, j'ai une vie qui est quand même en marge, j'ai un métier qui est un peu bizarre, voilà. Et le premier boulot, c'est d'accepter ça et de se dire que c'est ok, et que ça change rien aux belles années qu'on a passées ensemble, et que voilà, c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est pas un échec, enfin, je sais pas, là, tu m'as pas dit comment tu le voyais, mais genre, voilà, premier truc que j'ai envie de proposer, déjà, c'est ça. Et ensuite, d'aller vers des personnes qui vont te ressembler davantage et qui vont ressembler à là où tu en es aujourd'hui. Moi, ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie depuis pas mal d'années maintenant, mais on a des choix de vie qui sont similaires en fait. On se ressemble beaucoup. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion récemment, je lui disais, je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Je pense que s'il y a deux personnes qui nous voient, même dans la rue, dans notre façon de parler, dans notre façon de nous habiller, dans notre façon de nous tenir, on est le même genre de meuf, quoi. Tu vois, il y a des genres de meufs, et on est le même genre de meuf, genre bobo, rousse, tatouée, parisienne, enfin voilà. On est le même genre de meuf. Et elle me dit, mais c'est marrant parce que moi je suis pas d'accord, je me trouve très 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 différente. Et oui, on est très 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 différentes.
mais on est le même genre de meuf parce qu'on a les mêmes choix de vie. Genre, bah voilà, on n'a pas d'enfants, on a la trentaine, on a notre compte, on emmerde les gens, on fait notre vie. Enfin, on a quand même un caractère et une façon d'aborder la vie un petit peu dans la provoque, même si en fait c'est pas volontaire, c'est juste qu'on on incarne une certaine liberté, voilà. Donc, moi j'ai envie de te proposer d'aller chercher des gens qui te ressemblent et qui ressemblent à là où t'en es dans ta vie aujourd'hui en fait. Voilà, déjà. Et tu dis, comment je ferais si j'ai besoin d'un groupe d'amis? En fait, moi j'ai envie de te proposer une pensée, je sais pas du tout si tu peux la croire, mais la vie t'apporte exactement ce dont tu as besoin. Genre si à un moment donné tu as besoin d'un groupe d'amis, tu vas voir que tu vas t'en faire un. Et tu dis comment on fait pour se faire un réseau à 30 ans, mais en fait tu as plein de façons. Enfin, en plus maintenant avec les réseaux sociaux, je veux dire, il y a plein de communautés en ligne. Je veux dire, avec ce à quoi tu t'intéresses, moi je vois dans la commune notamment, bah justement, la commune, au sein de SSB, tu sais, on a un programme. Alors je te dis pas que c'est ça qu'il faut que tu fasses, hein, pas du tout, pas du tout. Surtout ne pense pas que c'est ça que je suis en train de te dire. Mais ça te donne un exemple, mais tu vois, genre, les gens ils se réunissent autour du développement personnel parce que c'est un truc qui les intéresse, il y en a plein, ils se sont fait un petit groupe WhatsApp, ils sont devenus potes, ils vont bouffer ensemble, ils envoient des photos en disant ouais, on s'est vu à tel endroit, à Bordeaux, ou je sais pas où. Et en fait, tu vois, ils créent des liens avec d'autres gens qui leur ressemblent et qui sont dans les mêmes questionnements. Moi, je pense qu'il y a plein de gens, ils regarderaient les échanges qu'il y a dans la communauté, ils se diraient, mais putain, c'est quoi ces gens qui se prennent mais trop la tête, quoi. Et parce que ça leur correspondrait pas. À l'inverse, moi, je connais plein de potes comme ça qui se sont rencontrés dans le milieu du jeu vidéo, sur des Discord, des trucs comme ça, des communautés en ligne, des gens autour de la lecture. J'ai une amie notamment avec qui je vais faire un live prochainement d'ailleurs. Le week-end prochain. Du coup, je vous l'annonce, on va faire un live sur la créativité, sur le talent, etc. Pareil, elle crée des communautés autour de l'écriture, etc. Bon, tous ces gens, en fait, ils se rencontrent autour de passions, autour de centres d'intérêt. Donc toi, tu dis que tu as des passions, tu as des centres d'intérêt. J'ai envie de te dire, rencontre des gens dans ce domaine-là, tu vas croiser des gens qui ont... Tu vas te faire des groupes d'amis de fait, en fait. Si t'en as besoin, si c'est un truc que t'as envie, auquel t'es disposé, c'est ce qui va se passer. Et si c'est pas le cas, c'est que t'en as pas envie, t'en as pas besoin et c'est pas ce qui va se passer, tu vois. Donc fais confiance en la vie pour t'apporter exactement ce dont t'as besoin. Fais-toi confiance aussi pour pouvoir répondre à tes propres besoins. Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Fais confiance en la vie et fais-toi confiance. C'est un beau message, ça. Je sais pas si tu vas... si tu adhères et si c'était pertinent, mais voilà ce que j'ai envie de dire en tout cas. Nouvelle personne qui veut rester anonyme qui dit comment vas-tu, coucou Esther, comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien, merci. D'abord merci pour cette time et pour tout ce que tu fais de manière générale, je te trouve très inspirante et c'est toujours un plaisir de voir tes vidéos. Bah écoute, grand merci, je suis ravie et je suis un peu gênée parce que c'est beaucoup de compliments et vous faites tout ça et j'ai l'impression de répéter toujours merci et d'être et que c'est pas à la hauteur, bref. Mon questionnement est le suivant. Je suis à l'université et j'ai du mal à faire des efforts pour sympathiser avec les gens de ma fac, bien que j'arrive à le faire dans d'autres contextes. Malgré la pression sociale, je ne culpabilise pas trop par rapport à ça et je ressens pas le besoin de créer de nouvelles amitiés car je vis dans la ville où j'ai grandi, mes amis actuels me suffisent et avoir beaucoup de relations amicales demande beaucoup d'investissement et de temps et d'énergie pour moi. Introverti. Je pense que tu sais que t'es introverti. Et c'est ok. C'est ok. T'as pas besoin de te forcer. Mais quand je partirai dans une nouvelle ville, j'aurais envie de rencontrer du monde et de créer des nouveaux liens. Aurais-tu des conseils tout bêtes pour se faire des amis? Je t'embrasse, bonne continuation dans tes projets, à bientôt. Je trouve ça hyper intéressant. Vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à me dire que vous êtes introvertis en gros et que vous n'arrivez pas à vous faire des amis et que c'est un problème. Et moi j'ai envie de te dire un peu ce que j'ai dit avant, hein, tu vois, c'est pas un problème, t'as le droit de fonctionner comme ça. Laisse-toi l'opportunité de fonctionner comme tu fonctionnes. Et si jamais à un moment donné t'as besoin de te faire des nouveaux amis, en fait tu trouveras comment faire. Après, est-ce que... Là, la raison pour laquelle j'ai pris ton message, c'est parce que je vois quand même des choses supplémentaires à ce que j'ai pu dire avant dans la vidéo à rajouter, mais aurais-tu des conseils tout bêtes pour se faire des amis? Moi, je crois que le truc le plus simple, c'est d'aller donc dans des milieux où il va se passer des choses qui t'intéressent. Donc voilà, je disais un groupe de discussion. Donc oui, pardon, j'ai relancé la cam. Aller dans des endroits où les discussions risquent de t'intéresser, donc des Discord, des... Enfin, là, je pense à des trucs en ligne parce que Covid, tout ça, hein, mais sinon, dans la vraie vie, aller, je sais pas, dans des groupes, tu peux aller sur Meetup. .fr je crois, ou .org ou .com, enfin cherche, mais t'as des meet-up dans toutes les villes autour de plein de sujets, genre t'as des gens qui se réunissent pour parler anglais, il y a des gens qui se réunissent pour parler de politique, il y a des gens qui se réunissent pour parler de tout,
tout. Nous, c'est ça qu'on a fait avec Vincent quand on était aux US et qu'on connaissait personne. En fait, on a fait ça, on est allé sur Meetup, c'est international, donc du coup c'est peut-être .com. Et en fait, on s'est retrouvés, à un moment donné, on était au Canada et on connaissait personne et on avait une semaine à passer là-bas et on avait envie de rencontrer des gens. On est allé sur Meetup et on est allé à un groupe de discussion de philosophie, voilà, qui se réunissait toutes les semaines et il y avait un thème ce jour-là et du coup on a rencontré des gens. Et voilà, on a créé des connexions deep. Nous, ça nous intéressait pas d'aller dans une boîte de nuit ou dans des bars, parce que pareil, moi je suis pas introvertie comme j'ai dit, mais je suis quand même pas très loin de l'introversion et je suis plus intéressée par les relations 1-1 et je pense que dans mon mode de fonctionnement dans les relations, je suis quand même pas mal introvertie. Et Vincent, il est introverti, lui de son côté, même s'il il est dans le type MBTI le plus extraverti des introvertis. Donc on se complète assez bien. Parfois, en situation sociale, il est plus extraverti que moi. Genre si on est tous les deux, c'est lui qui va prendre la parole, par exemple. Ça, c'est marrant. Je pense que le fait, ta position d'avoir été éduqué en tant qu'homme et moi éduquée en tant que femme joue là-dedans, mais voilà, c'est hyper intéressant. Donc tu vois, tu peux faire ce genre de choses et des conseils tout simples. Moi, je me retrouve assez facilement à être totalement authentique avec les gens. Genre ça m'est arrivé plein de fois en soirée, c'est comme ça que c'est là qu'on voit qu'effectivement c'est moi l'introverti, mais c'est un truc que j'ai donné à des introvertis, donc c'est une petite astuce, mais ça m'est déjà arrivé d'aller dans des soirées où je suis dans un contexte social qui m'intéresse très peu, mais je vois des gens en fait, et je scanne la pièce et je vois qu'il y a un introverti ou une introvertie dans un coin de la pièce qui dit rien, qui est tout seul, et je vais le voir en fait, et je lui dis salut, est-ce que je te dérange, est-ce que je peux parler avec toi? Je sais pas, t'as l'air... Enfin, j'ai envie de me faire... Mais ça m'est déjà arrivé de dire, j'ai envie de me faire des amis et je me sens un peu seule, du coup, je sais pas, ça te va si on discute? Et de lancer un truc, une conversation un peu idiote, et puis en fait ça prend, si la personne est sympa, ou alors de rire et de dire, bon, je ferais bien une conversation philosophique, parce que ça me ressemblerait plus, mais là je crois que je vais juste te demander le Covid, qu'est-ce que t'en penses? Et puis si jamais tu vois que ça mord, ben voilà, mais genre de pas hésiter à être authentique et juste y aller. Alors sur le moment ça fait peur, et au pire la personne elle te dit non, mais en fait en vrai en pratique elle te dira pas non, et si ça prend pas tu vas vite te rendre compte, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il y aura un malaise social et tu te barres, tu dis bon bah salut, je vais boire un verre ou je vais aux toilettes, et tu reviens pas et c'est tout. Enfin je veux dire, de pas hésiter, moi je trouve pas hésiter à aller voir, moi ça m'est arrivé aussi de dire aux gens tu m'as l'air introverti, et d'expérience les introvertis ils ont plein de trucs à dire intéressants parce qu'ils lisent plein de livres, ils passent beaucoup de temps avec eux-mêmes et à observer, et ils ont des trucs intéressants à dire. Du coup, quel est le dernier truc ça m'est déjà arrivé de poser la question, quel est le dernier mind blow que tu as eu sur la vie, le dernier truc que tu as appris, et les gens après ils parlent. Et voilà. Bref, je sais pas si c'est complètement naze comme conseil. Je te file des conseils vu que tu m'as demandé des conseils, mais voilà. Je pense qu'avec tout ce que j'ai dit après dans le reste de la vidéo, tu dois avoir quand même des pistes à mon avis. Ensuite, j'ai une autre personne qui veut rester anonyme, qui me dit « Bonjour Esther, 1000 fois merci pour tout ce que tu fais. Ma question est simple. J'ai toujours l'impression de jouer un rôle avec mes amis. Je me dis que je dois toujours être attentive à leurs problèmes, avoir de l'humour, être sérieuse, mais pas trop. Et j'ai l'impression que je fais passer leurs besoins en premier. Elles sont toutes plus belles, plus minces que moi, et font des voyages, et ont de l'argent. Elles sont avec des hommes qui les aiment, etc. Je les admire, je les jalouse à la fois, comme aux collègues où ma meilleure amie était la fille de la plus jolie et la plus populaire. J'ai pourtant 50 ans. Comment être soi-même sans froisser et les perdre? Sans les froisser et les perdre. Right, ok, merci de partager ça. Et je vois que ça rebondit avec l'un des premiers messages, voire le premier message qu'on a eu dans cette vidéo. Donc je pense qu'il va y avoir des redites, mais je pense que là, enfin franchement, la vibe que ça me donne globale, c'est, j'ai envie de te dire que il y a un travail de connaissance de toi à faire et de prendre le temps de t'écouter en fait, d'écouter tes besoins et d'être ok avec le fait que du coup tu as certains besoins, tu as certaines choses qui sont juste pour toi, et que ben si tu incarnes la personne que t'es sans filtre ou avec moins de filtre, ben, y a des personnes qui vont pas te trouver sympa, génial, etc. et qui vont plus avoir envie d'être ton ami, et c'est ok en fait. Et je crois que tu dis comment être soi-même sans les froisser et les perdre. J'ai envie de te demander pourquoi ça serait grave. Enfin là c'est la coach qui parle. Hein. Pourquoi ça serait grave? Parce que l'humaine elle sait très bien pourquoi ça serait grave. Je comprends très très bien que tu aies peur et je relate totalement et je comprends. J'imagine que là il se passe plein de trucs dans ta tête et tu te dis oh mon dieu,
Mon Dieu, j'ai envie d'être sympa et d'être aimée, et en même temps, je me sens pas moi, du coup c'est chiant, je me sens dans une ambivalence. J'ai envie de te demander pourquoi ça serait grave de les froisser en fait. Et pourquoi ça serait grave de les perdre? Qu'est-ce que tu te dirais à propos de toi si ça arrivait en fait? Si elle te disait, écoute meuf, c'est hyper méchant ce que tu viens de me dire. Je suis déçue de toi. Je te pensais pas comme ça, je te croyais quelqu'un de bienveillant. En fait, tu m'as menti toutes tes années. Genre, qu'est-ce qui se passerait en fait? Qu'est-ce que tu te raconterais à propos de toi? Parce que moi, j'ai envie de te proposer, dans tous les cas, quelle que soit ta décision et quelle que soit la façon dont tu parles avec ces amis-là, quelle que soit la façon dont tu te présentes au monde dans ta vie de manière générale, c'est de savoir pourquoi tu le fais et d'être aligné avec qui tu es et avec tes valeurs et savoir tes raisons et être ok avec tes raisons, tu vois. De te demander vraiment sincèrement comment j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, et que si la personne elle te dit ouais c'est méchant etc, que tu puisses te dire non je suis pas d'accord avec ça, je sais pourquoi je fais ça et c'est pas du tout d'une place de méchanceté, je le fais parce que je pense que c'est juste et je suis désolée que tu le comprennes pas, je veux bien te le réexpliquer etc, et que tu saches toi où tu en es et qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui est juste pour toi. Et c'est là que je te dis que ça me ramène à ce que je t'ai dit en premier, c'est ça commence par un travail d'apprentissage de toi. Et très souvent, quand on est, moi j'appelle ça les people pleasers, donc quand on est quelqu'un qui fait plaisir aux autres et qui est tout le temps un espèce de caméléon social pour s'adapter aux autres, être à l'écoute, être sympa quand il faut être sympa, être drôle quand il faut être drôle, être sérieux quand il faut être sérieux, être pas sérieux quand il faut pas être sérieux, en fait c'est qu'on se perd et on oublie qui on est. Donc pour moi, il y a un vrai travail de réappropriation de toi et de qu'est-ce qui est juste pour toi et d'écoute de toi. Et pour moi, c'est par là que j'ai envie de t'encourager à commencer. De juste faire de l'auto-coaching. Prends-toi un carnet, un stylo. Tu vois, bon là j'ai que le bullet journal sous la main, mais on a aussi un carnet de feuilles pensées. Je vous en ai déjà parlé, hein, des carnets qu'on a créé dans SSB, mais n'importe quel carnet, prends-toi un carnet, un stylo, et tous les jours, pose-toi une question et apprends à te connaître. Pose-toi des questions, les questions que tu poserais à des gens si tu voulais apprendre à les connaître, et prends le temps en fait. Nous on fait ça dans la communauté, hein. Si ça t'intéresse, en vrai, tu peux t'abonner à la communauté, et nous on le fait, on vous propose tous les jours une question à se poser. En fait, pour apprendre à se connaître et débroussailler le terrain quand on ne sait pas du tout par où commencer et qu'on est perdu avec soi. Et sinon, tu peux te faire ta propre liste. À chaque fois que tu te demandes, tiens, mais en fait, je sais pas ce que j'en pense, je sais pas si c'est juste, je sais pas comment je me sens, de te poser toutes ces questions et d'aller voir et apprendre à te connaître. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Et moi, tout ce que ça me dit, c'est que ça fait 50 ans que tu essayes d'être une belle personne et d'être à l'écoute, etc. Et que tu t'es perdu en chemin, toi, parce qu'en fait, tu n'as pas été à l'écoute de toi. Donc, il est peut-être temps de te demander, toi, qui tu es, qu'est-ce que tu en penses, et de te recentrer sur toi. Et ça deviendra plus facile de savoir comment te comporter avec les autres. Et puis toute la question de je les admire, je les jalouse à la fois, etc. Tout ça, j'ai répondu, j'ai proposé des choses en début de vidéo, donc je te laisserai aller réécouter. Parce que je pense que ça s'applique aussi à toi, tout ce qui est question de jalousie, et je suis sûre que tu peux reprendre les exercices que j'ai suggérés, en espérant que tout ça t'aide. Je suis en train de lire plusieurs messages là, et je remarque qu'il y a un truc global que j'ai envie de dire, et j'ai pas envie d'en prendre un en particulier pour ça, parce que c'est un truc global. Après peut-être qu'il y en aura un où je vais le redire, mais il y a un truc de manière générale qui est le fait de s'accepter. En fait, je sais pas, il y a un truc de... On s'accepte pas comme on est, et on croit qu'il y a un problème, et on essaye de changer, et on se culpabilise. Et en fait, c'est vraiment un message fort pour moi, et que j'ai vraiment envie de vous donner, mais de s'accepter inconditionnellement, en fait. D'accepter qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie, et de vous aimer tel que vous êtes, et de pas attendre de vous d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, en fait. Et ça m'attriste vraiment quand je vois que c'est pas le cas. Et vos questions, c'est toujours comment je fais pour changer, en fait. Comment je fais pour faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Et j'ai pas envie de répondre à ça, en fait. J'ai envie de vous dire, meuf, c'est quoi le problème à être comme tu es, quoi. Et les gens qui sont pas ok avec ça, bah tant pis. Pourquoi c'est si grave le regard de l'autre? Genre, et juste de se dire que vous avez le droit d'être pleinement, en fait. C'est hyper fort et hyper important pour moi, cette notion-là de juste s'accepter comme on est, et de commencer à le faire soi, pour soi, et ensuite pour les autres. Enfin, moi, je pars du principe que c'est hyper important, mais c'est mes valeurs, bien sûr, hein, mais que c'est hyper important d'accepter les gens comme ils sont, dans leur entièreté, avec leurs défauts, avec leurs qualités, et de manière inconditionnelle, en fait.
Je vais prendre encore un message, je pense que ça va être le dernier. Qui me dit: bonjour Esther, merci pour toutes tes vidéos, elles m'aident vraiment au quotidien. J'ai vraiment l'impression qu'on vit les mêmes choses et ça fait du bien de ne pas se sentir seule dans mes situations. Eh bien, je suis bien d'accord. C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est le fait d'avoir la sensation de moins être seule. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle je fais les tea time, parce que je sais que vous vous reconnaissez dedans et c'est super. Je suis une personne qui a du mal à garder mes amitiés. J'essaie vraiment d'être sincère, bienveillante et présente pour mes amis, mais je ressens qu'à chaque fois, il y a toujours une situation où la personne essaie d'abuser de moi et ou de me manipuler, et cela crée toujours le moment où je lâche la personne pour me protéger. Remarquez un truc de manière générale, que je vais te dire à toi, mais à tout le monde aussi, et même à soi, et je me le redis pour moi aussi, mais quand on explique notre situation et qu'on emploie des mots comme jamais, toujours, c'est toujours comme ça, il y a toujours ci, il y a toujours là, remarquez que ce n'est pas vrai et que clairement, quand on emploie ces mots aussi forts, c'est qu'on est dans une déformation de la réalité, on a une perception biaisée de la réalité. Parce que là, tu vois, tu dis, j'ai toujours, je sais plus c'était quoi la phrase, pardon. Il y a toujours une situation où la personne essaie d'abuser de moi. C'est-à-dire que toi, tu te racontes l'histoire que toujours les personnes ont essayé d'abuser de toi. Et ça te sert pas. C'est pour ça que tu m'en parles, hein, bien sûr, tu sais, sinon tu m'en parlerais pas. Mais ça te sert pas et c'est important de le noter ça. Notre vocabulaire, quand on utilise, c'est un truc très souvent dans le coaching, nous on s'en sert en tant que coach, donc je vous le dis, c'est un truc de quand on apprend à coacher, c'est le genre de choses qu'on apprend à remarquer quand la personne parle, quand elle nous emploie ces mots-là, c'est qu'elle est vraiment dans un biais très fort par rapport à la situation et ça vaut le coup d'aller équilibrer. De faire typiquement les exercices, vous savez, quand on croit que c'est toujours, d'aller trouver les moments où c'était pas, juste pour montrer que c'est pas toujours en fait, que c'est une fausse perception de la réalité et c'est une perception qui fait du mal. Donc voilà, et donc tu finis toujours par lâcher la personne pour te protéger. On me dit souvent que je suis intolérante et que je dois donner des nouvelles chances, mais moi je ne comprends pas si on est ami avec une personne, pourquoi on voudrait en abuser. Pour moi, la loyauté est une valeur forte, donc je ne partage pas avec la personne, cela semble inutile de continuer à fréquenter car le problème se représentera sûrement. C'est très difficile de se faire des amis lorsqu'on est adulte alors que j'essaie de travailler sur moi-même, d'accepter les gens tels qu'ils sont, mais juste je n'y arrive pas, le sentiment d'insécurité car je doute des intentions de la personne et parfois même le sentiment de dégoût fait que je n'arrive pas à faire semblant. Mais maintenant, je me sens condamnée à être seule. J'aimerais ton point de vue sur cette situation. Merci d'avance. Alors, là, à mon avis, tu es dans un cas de projection énorme. C'est-à-dire que tu t'es raconté que les gens te voulaient du mal, qu'ils voulaient te manipuler. Du coup, tu es dans une méfiance. Je pense que tu connais, mais je te propose... là, c'est Esther qui te parle. Je te propose les 5 blessures de l'âme. Là, tu es probablement, de ce que je dis, alors c'est basé sur un paragraphe, donc je peux me planter. Si c'est pas ça, laisse tomber ce que je dis, toi-même tu sais, c'est toi qui es la meilleure personne pour savoir ce qui est vrai pour toi, etc. Évidemment. Mais là, ça me donne l'impression d'être dans une blessure de trahison, en fait. Et que du coup, tu es dans la méfiance et que tu t'imagines que les personnes ont des mauvaises intentions. Mais déjà, d'où les gens ont des mauvaises intentions. Genre là, tu te racontes, tu dis, on me dit souvent que je suis intolérante et que je devrais donner des deuxièmes chances. Bah oui, parce qu'en fait, si toi tu racontes à la personne que tu as interprété telle chose comme une mauvaise intention et qu'elle te dit bah non, c'est pas le cas, je suis désolée que tu as interprété comme ça, je vais faire attention la prochaine fois, et que tu dis bah non, pas de deuxième chance parce que si tu veux me manipuler ou si tu me veux du mal, je te veux plus dans ma vie. Et que la personne, tu l'as pas écoutée en fait, tu lui as pas laissé l'opportunité de te dire. De dire bah non en fait je n'ai pas essayé de te vouloir du mal, c'était pas à propos de toi, moi j'ai agi comme ça très probablement pour moi, pour mes propres insécurités, parce que je ne m'étais pas rendu compte que, par peut-être manque de tact, par peut-être ignorance, par tout ce que tu veux, mais si toi tu te fais un biais et que tu te persuades toute seule que les gens te veulent du mal, dans tous les cas, quel que soit ce qu'ils vont te raconter, tu seras dans tes biais. Donc j'ai envie de te proposer, moi, là le truc que j'ai envie de te proposer, c'est d'écouter ce que les personnes ont à dire et juste de les croire, de partir du principe que les gens te disent la vérité et leur vérité. Les gens n'ont aucune raison de te mentir. Pourquoi est-ce que les gens voudraient te manipuler ? Pourquoi ils feraient ça, en fait ? La plupart d'entre nous, en amitié, on veut juste des relations sincères. Enfin, je veux dire, on a vraiment envie d'être aimé par la personne, de l'aimer et d'avoir un lien fort. Je veux dire, tous, c'est la même chose. Donc, j'ai envie de te proposer de laisser la place au dialogue
et d'écouter. Si tu as plusieurs personnes, si toi tu remarques que tu as ce pattern dans ta vie, c'est ce que je disais un peu plus tôt à l'une d'entre vous aussi, quand tu remarques que tu as un pattern qui se recrée, de te demander quelle est ma part de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qui se passe si tu vois qu'à chaque fois tu finis par bloquer les gens parce que tu les trouves malveillants ou quoi, de te demander est-ce que c'est pas moi qui a une mauvaise perception ici, et essayer de comprendre pourquoi tu as cette perception-là. Pourquoi tu te dis ça? Quels sont les triggers pour toi? Quelles sont les choses où tu te dis, bah, quand on fait ça, moi je ne sais pas l'interpréter autrement que comme ça. Et d'aller lui demander à la personne. Je donne souvent l'exemple, dans les manuels de bonne conduite, ça j'appelle ça aussi les manuels de bonne conduite, mais je donne souvent l'exemple de la personne qui est tout le temps en retard. Quand tu as quelqu'un qui est en retard, à qui tu as dit, écoute, moi j'aime pas quand tu es en retard, je trouve ça irrespectueux, est-ce que tu peux s'il te plaît faire attention de ne pas être en retard? Que la personne elle arrive de nouveau en retard. Et que tu dis, bah voilà, je le sais, elle me respecte pas. Je lui ai dit, elle me respecte pas, je ne supporte pas d'être avec quelqu'un qui me respecte pas, donc j'arrête de voir cette personne. Bon, on peut argumenter sur le fait que c'est peut-être un peu radical d'arrêter de voir quelqu'un parce qu'il est tout le temps en retard, mais peu importe, c'est une expérience de pensée qu'on est en train de faire là, dans cette situation-là. En fait, pour moi, là, la personne n'a pas fait preuve d'écoute, parce que je suis sûre que si tu demandes à la personne qui est tout le temps en retard, à qui on a déjà dit qu'elle était en retard et que c'était blessant, si tu demandes pourquoi tu es en retard, il y a bonne chance qu'elle te dise pas « Ah bah moi je la respecte pas en fait, j'en ai rien à foutre de son temps. Donc comme je la respecte pas, j'en ai rien à foutre d'être en retard. Donc je continuerai à être en retard, peu importe ce qu'elle pense. » Oui, je sais très bien qu'elle m'a dit qu'elle aimait pas ne pas être respectée, mais je m'en bats les couilles, je ne la respecte pas, je m'en bats les steaks, pardon, j'ai pas envie d'employer des mots sexistes, je m'en bats les ovaires, les gonades, et donc je n'ai pas envie de la respecter, donc je vois pas pourquoi je la respecterais, donc je serai en retard. Non, je suis certaine, mais certaine à 1000% que si tu poses la question à la personne qui est en retard, pourquoi est-ce qu'elle est en retard, elle va te dire j'ai trop mal géré mon truc, je me sens trop coupable, je me sens trop nulle, je te jure, je pensais que j'avais le temps et en fait je suis en retard et en plus je me sens trop conne parce que cette personne m'a déjà dit qu'elle aimait pas quand j'étais en retard, mais je te jure, je la respecte pas, elle va le prendre comme un manque de respect, mais je te jure que je la respecte, mais en fait je me sens mal parce qu'elle va croire que je la respecte pas, et en plus elle me donne pas de deuxième chance, et en plus elle va me dire que du coup elle veut plus me voir et je me sens trop conne. Si toi tu continues à interpréter, si tu ne la crois pas quand elle te dit c'est pas un manque de respect, c'est vraiment moi qui sais pas gérer mon temps et je suis désolée, si tu ne la crois pas et si à chaque fois qu'elle redevient en retard, tu lui dis bah tu vois je te l'avais dit que pour moi c'était irrespectueux d'être en retard et tu continues à être en retard donc tu continues à ne pas me respecter, si tu restes sur cette vision là, tu n'es pas dans l'écoute. Et c'est ok, tu as tout à fait le droit de dire non mais dans tous les cas, quelle que soit la raison, je n'ai pas envie de penser que c'est autre chose qu'un manque de respect. Mais sache que c'est toi qui te fais du mal à toi-même et que tu interprètes les intentions des gens. Et c'est ok, c'est ton droit, tu vois. Mais je te le propose quand même. Parce que là, j'imagine, je peux imaginer que ça peut être quelque chose de cet ordre-là qui t'arrive. C'est qu'en fait, tu continues à interpréter des faits et gestes et tu continues à ne pas écouter les raisons des personnes. Alors que les personnes ont certainement plein d'autres raisons que te vouloir du mal de faire les choses qu'elles font dans leur vie. Et donc ça demande toi de bosser sur ton taf à toi de dev perso, genre pourquoi t'as si peur d'être irrespecté? Et en fait, est-ce que c'est pas toi qui as besoin de te respecter ici? Et est-ce que tu peux pas juste dire, moi j'ai des potes qui sont comme ça, hein, de juste dire par contre moi si après une demi-heure t'es pas là, je partirai. Mais c'est pas grave, on se recalera un autre rendez-vous, je t'adore quand même, on se fera un call, mais juste sache-le, parce que moi c'est me respecter, c'est moi qui prends mon respect. Je sais que toi quand tu viens en retard, c'est pas pour ne pas me respecter, mais moi, parce que pour moi mon temps est précieux et que pour moi ça serait irrespectueux d'attendre une heure et de poireauter, c'est pas un truc que je me souhaite. Je te préviens juste qu'on se voit à telle heure et si t'es pas là au bout d'un quart d'heure, au bout d'une demi-heure, je partirai et puis bah c'est pas grave, on se recalera un autre rendez-vous. Voilà. Donc mets tes limites et protège-toi toi dans tes valeurs, mais c'est pas à l'autre de comprendre tes valeurs. Voilà. Je vais peut-être en prendre une dernière parce que je vois qu'il est que 13h16, donc je vais prendre une petite dernière et puis on s'arrêtera là-dessus. Ah, en plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, donc je suis contente de l'avoir lu. Donc c'est Pauline qui me dit « Coucou Esther, je suis une femme très entourée et très sollicitée pour mes conseils. Je me destine à une seconde carrière de psy ou coach, donc tout va bien. J'aime vraiment le fait d'être sollicitée et quand personne ne m'appelle dans la journée, je me sens triste. Le problème, c'est que du coup, je passe des heures au téléphone avec mes nombreuses copines, environ 6 à 10 heures par semaine, et ça me distrait beaucoup. Dès que je suis
déjà que je suis de nature désorganisée, ça c'est super intéressant comme croyance, qui a du mal à se motiver et à se focus, je suis sujette aux addictions et ça cause ce problème de nothing gets done. Alors là c'est hyper... J'ai envie de te coacher là-dessus meuf. Là tu as fait un truc identitaire d'un truc d'humain qui n'est pas du tout à propos de toi. Hein. Le fait de naturellement être désorganisé, le fait de se défocus, d'aller vers les addictions, c'est juste le cerveau qui fonctionne normalement. Ton cerveau, son boulot, c'est d'éviter la douleur et de poursuivre le plaisir. Donc il fait juste ça très très bien. Ce n'est pas toi, c'est pas ton identité, c'est pas toi qui est de nature désorganisé, c'est pas toi qui est quelqu'un de non focus. Enfin, remarque que là, en faisant un truc identitaire, tu te rends impuissante face à ça en fait. Tu es en train de te mettre dans une bulle d'impuissance à cause de ça. Parce que tu te dis, bah, c'est comme ça que je suis de cette nature-là, il faudra toujours que je deal avec ça. Pas du tout. En fait, c'est juste le fonctionnement normal de ton cerveau. L'organisation, c'est un truc qui s'apprend. Les gens qui sont de nature organisée, c'est juste qu'à un moment donné dans leur vie, pour X raisons, soit parce qu'ils sont introvertis, soit parce que des parents leur ont appris à faire comme ça, ils ont eu des exemples, etc. Ils ont créé des habitudes et ils ont entraîné leur cerveau à faire ça. Mais c'est pas un truc qui est naturel pour le cerveau. Donc, non, t'as pas du tout un problème. Bref, je continue. Comment penses-tu que je devrais me coacher avec ce problème de dépendance aux copines? Je sais que je tamponne, mais je ne sais pas comment dealer avec ça. 1000 fois merci d'être là. Tu es un peu comme ma seule copine virtuelle qui parle de sujets qui me passionnent. Bise, Pauline. Eh bien, merci déjà pour ton message. Et je t'ai un peu coachée au milieu, mais voilà. Comment gérer la dépendance aux copines? Bah, en fait, c'est assez simple, comme toutes les dépendances. Et j'ai envie de te proposer, de te demander pourquoi je le fais, comment ça me fait me sentir et quel besoin ça comble. En fait, pourquoi j'ai besoin de passer 4 heures, 6 heures, 10 heures par semaine au téléphone avec des nanas, comment ça me fait me sentir. Et il y a de bonnes chances là, si tu connais le triangle de l'ego, donc sauveur, bourreau, victime, c'est 3 postures que prend l'ego. Donc l'ego, c'est la partie de nous-mêmes qui est juste là pour nous défendre, pour nous protéger. Voilà, c'est souvent celle qui nous fait mettre des masques sociaux, etc. C'est une partie de nous qui est tout à fait saine, que c'est bien d'avoir. Hein. Je veux dire, y a plein de gens qui vous parlent de déconstruction de l'ego et de faudrait qu'on soit tous des êtres méditatifs sans ego. Moi, j'y crois pas du tout. C'est juste une part humaine, c'est la part de nous qui nous maintient en vie. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur l'ego. Tiens, je vais te le mettre en barre d'infos, mais podcast Ego, si tu as envie de creuser ça. Je pense que tu connais du coup, hein, si tu suis mes contenus et que tu t'intéresses au coaching, à mon avis, tu sais tout ça, mais je le dis aussi pour les autres. Là, dans ce que j'entends, il est possible que ce soit confortable pour toi d'aller te mettre dans le syndrome du sauveur. C'est quelque chose qu'on est beaucoup à faire en tant que psy, en tant que coach, à aller dans le sauveur, en fait, dans l'ego du sauveur. Et ça permet de combler des besoins, le besoin d'être utile, le besoin de connecter aux gens, etc., etc. Donc va voir si tu es dans cette posture-là, parce que si tu es dans cette posture-là, pendant que tu es là, tu n'es pas aligné avec qui tu es vraiment. Tu es dans une posture de défense, etc., de protection. Donc ça vaut le coup d'aller le savoir. Donc j'ai vraiment envie de te poser la question de comment... Donc là, en tant que coach, hein, c'est vraiment comme ça que je te coacherais si je t'avais en face, de qu'est-ce que ça t'apporte de te mettre dans cette posture-là? Quel besoin ça comble? Qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu t'autorises à te dire à propos de toi? Comment ça te valorise le fait de passer 6-10 heures par semaine avec des copines? Pourquoi tu es dépendante à ça? Quel plaisir ça te donne en fait? Et comment ce besoin tu pourrais le remplir autrement? Et comment tu peux l'équilibrer par rapport aux autres besoins que tu as, notamment le besoin que les choses soient faites, que tu lances ton activité ou je ne sais pas exactement les autres choses sur lesquelles tu te juges désorganisée, etc., etc. Donc voilà, te poser cette question-là, prends papier un stylo, bosse là-dessus. Souvent dans ces cas-là, quand on est dans le sauveur, c'est un besoin de connexion, besoin d'être utile, besoin de reconnaissance sociale. Donc va voir un petit peu si c'est de ces besoins-là dont il s'agit et comment tu peux y remplir autrement et comment tu peux déjà te dire en fait toutes les choses que tu t'autorises à te dire quand tu as passé, je sais pas, 3 heures au téléphone avec quelqu'un et qu'à la fin tu t'es senti utile, tu peux dire ah bah voilà, je suis une bonne personne, je suis nécessaire, je suis indispensable. En fait, tout ça, tu as le droit de te le dire indépendamment de si oui ou non tu as passé du temps au téléphone avec la personne. À partir du moment où tu comprends que les circonstances c'est juste le déclencheur de tes pensées et que tes pensées elles peuvent être intentionnelles, en fait t'as pas besoin de la circonstance pour obtenir la pensée. Genre si t'as envie de penser que ton travail est utile, que t'es quelqu'un d'utile, que tu as envie de te rendre utile, de mettre tes compétences à contribution, etc. C'est un truc que t'as pas besoin d'avoir passé 6 heures au téléphone dans ta semaine pour t'en convaincre en fait. Si toi tu le crois vraiment, tu vas plutôt te demander ok c'est ça qui est important pour moi, c'est être utile. Par exemple, hein, je sais pas du tout si c'est ça ton besoin, mais
par exemple être utile, ok, tu vas pouvoir te poser sereinement la question comment je peux être la plus utile. Et peut-être que la conclusion à laquelle tu vas arriver, c'est que c'est pas du tout en passant 10 heures par semaine au téléphone avec des amis, mais plutôt en faisant avancer ton activité, en faisant, je sais pas, en lançant un produit, en lançant un programme, en lançant du contenu, je sais pas, tous les trucs sur lesquels tu voudrais bosser. Donc ça va être hyper intéressant pour toi de te poser la question en ces termes-là. Donc voilà, cette fois-ci je m'arrête là. En espérant que ça t'ait été utile. Merci pour toutes vos questions comme d'habitude. Je vous mets le lien du prochain questionnaire donc pour le 14 février sur les relations amoureuses, la solitude aussi, donc les relations amoureuses, donc les difficultés dans les relations amoureuses et les difficultés dans le célibat. On va un peu parler des deux. Et puis on refera très probablement un prochain sur la sexualité à un autre moment, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi sur cette thématique-là. Donc voilà. Et écoutez, merci pour votre confiance, merci pour ces 2 heures qu'on vient de passer ensemble. Enfin moi, en tout cas, ça fait 2 heures que je tourne, un peu plus de 2 heures. Voilà, je vous embrasse, merci d'être là, merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez retenu de cet appel, non. La meuf qui a l'habitude de faire des zooms, tu sais. Genre, ça y est, je suis câblée sur des zooms. Ce que vous avez retenu de cette vidéo, quelle pensée vous vous êtes accaparé au vol, avec quoi vous repartez, et pour que je puisse le repérer en commentaire, mettez juste avant un petit emoji flamme, une emoji, flamme, comme ça je verrai avec quoi vous repartez et ça me fera plaisir de pouvoir le lire. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée du coup et à très vite. La caméra a coupé en mode c'est bon, c'est la fin. Ciao ciao.